Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez en direct ici sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler des illustrations au Japon durant la période Edo, des illustrations entre estampes et imprimerie, et pour ça, eh bien, on reçoit une spécialiste de la question, Delphine Mullard, historienne de l'art spécialisée des arts japonais de l'époque Edo, plus particulièrement de la peinture et des arts graphiques et décoratifs populaires. Elle s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire des collections. Elle est actuellement maîtresse de conférences au département d'études japonaises de l'Université de Strasbourg. Elle a récemment participé à l'élaboration d'une exposition à Belfort qui s'appelle Regard sur le monde flottant, la collection d'estampes japonaises de Camille Lefebvre, qui est visitable du 19 octobre prochain jusqu'au 16 mars 2025. Elle est également une des auteurs du livre collectif La pérégrination vers l'Ouest, intégrale des illustrations de l'édition japonaise de 1806-1837, qui sera prochainement réédité. Et en parlant de livre collectif, quand même, elle a aussi participé au livre collectif sur les samouraïs de Nota Bene, et oui, qui sort en librairie le 3 octobre, et que vous pourrez retrouver donc très bientôt, si vous ne l'avez pas déjà encore, ce qui est quand même super chouette. Bonjour Delphine. Bonjour, Comment ça va? ça va, très bien. Bon, bah écoute, je suis ravi en tout cas de t'accueillir ici dans cette émission après notre première collab sur ce livre collectif des samouraïs. Ça va, t'en as pensé quoi toi de cette collaboration? Ça a été fluide pour toi? Ça a été très fluide, c'est aussi très agréable de pouvoir se faire plaisir sur les illustrations et d'avoir autant d'illustrations par page quand on parle d'histoire de l'art. C'est toujours très plaisant. Alors, moi, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, la question que je pose toujours à mes invités, c'est comment est-ce que toi, t'en es arrivé là? Comment est-ce que t'en es arrivé peut-être à te passionner pour le Japon ou à tomber dans l'art, en fait, et dans cette spécialité? Alors, il y a l'art, il y a le Japon. En fait, mon rêve de petite fille, c'était d'être archéologue, et j'étais plutôt sur la période médiévale européenne. J'ai fait des stages de fouilles et au collège, lycée, comme beaucoup de jeunes, je suis tombée sur les animés, les mangas. Et donc, par ce biais-là, en fait, je me suis intéressée à l'histoire du Japon. Comme dans ma région, à cette époque-là, donc moi je suis strasbourgeoise d'origine, il n'y avait pas de cours d'histoire de l'art ou d'archéologie du Japon. Mes profs du lycée m'ont dit « va à l'école du Louvre ». Donc j'ai commencé un cursus à l'école du Louvre, mais qui est plutôt tourné effectivement sur l'histoire de l'art davantage que l'archéologie, par exemple. Et donc, de fil en aiguille, aussi parce que c'est compliqué de faire de l'archéologie au Japon, j'ai déplacé mon curseur et mon centre d'intérêt de plus en plus vers l'histoire de l'art et vers les époques plus modernes par rapport au contexte médiéval. Une fois entrée en master à l'école du Louvre, alors j'étais sur un sujet qui traitait des lacs à destination de l'exportation, des objets en lac fabriqués au Japon pour l'exportation au XVIIe siècle. Et à ce moment-là, je faisais du japonais en autodidacte, mais je me suis dit, il est temps d'avoir vraiment un accès fluide aux sources en japonais. Donc, j'ai commencé un cursus de japonais à l'INALCO, l'Institut national, c'est quoi le nouveau? Institut national des langues et des civilisations orientales. Voilà, je l'ai en entier. Et je suis donc allée jusqu'au doctorat, en changeant de sujet entre-temps et en me spécialisant davantage sur les peintures des livres, plus précisément les livres à peinture, contenant des peintures du XVIIe, XVIIIe siècle. J'ai soutenu ma thèse en 2017 et donc je suis revenue dans ma région d'origine, d'abord comme attachée temporaire d'enseignement de recherche, enseignant-chercheur contractuel, donc des postes à temps limité, et j'ai été titularisée l'année dernière, donc en 2023. Eh ben bien joué. Alors, sur le livre des samouraïs, ton chapitre était un peu plus large que ça. Tout à fait. C'était un peu dans la commande qui m'avait été passée, donc j'ai un peu débordé de ce qui est véritablement mon champ d'expertise, qui est davantage les livres à peinture. Je travaille de plus en plus sur les estampes également, mais les arts décoratifs, j'ai parlé un peu des céramiques, des gardes de sabre.
ce sont des objets que je rencontre beaucoup quand je regarde des collections. J'ai été commissaire scientifique sur une exposition de garde de sabre, mais c'est plus un intérêt très curieux et un sujet aussi de cours qu'un sujet de recherche pour moi. Tout ce qui est céramique et garde de sabre et lac aussi désormais, puisque après le master, je n'ai plus vraiment consacré de recherche aux objets en lac. En tout cas, tu nous as parlé justement des objets en lac à destination d'exportation. On reviendra aussi dans cet entretien sur les liens entre les arts japonais et le marché occidental. Puisqu'on aimait bien, on aime toujours hein, d'ailleurs, je crois, tout ce qui vient du Japon. Alors, avant toute chose, plongeons au cœur de la période Edo pour reposer un petit peu le contexte. On va refaire un petit point donc, sur le contexte général. Chronologiquement, ça correspond à quoi l'époque Edo ? Alors, chronologiquement, il y a plusieurs bornes chronologiques que l'on peut utiliser. Généralement, on utilise comme date de début de l'époque Edo, de la période Edo, 1600, donc c'est la bataille de Sekigahara, où les Tokugawa deviennent les seuls, le clan majoritaire, le clan sans rival, ou 1615, qui est une autre date utilisée comme borne de début de l'époque Edo, 1615, parce que c'est le siège du château de Osaka, au cours duquel l'héritier de Toyotomi Hideyori, décède. À partir de 1615, il n'y a vraiment plus de candidats qui pourraient faire de l'ombre au Tokugawa. Donc ça, c'est les dates généralement utilisées par les historiens pour faire commencer l'époque Edo. Et la période de fin, en fait, la fin du régime Edo, alors c'est une fin sur le temps long, mais généralement les dates retenues, c'est celle de 1854, avec l'arrivée des navires américains du Commodore Perry, et qui aboutissent en 1868 à la fin du régime d'Edo. Le dernier shogun Tokugawa restitue ses pouvoirs à l'empereur et on bascule en 1868 sur un nouveau régime qui est l'ère Meiji avec une... Alors là, il faut prendre 3 paires de guillemets et je laisserai des spécialistes de l'ère Meiji en parler, mais une soi-disant restauration impériale. Petite question du public, on dit époque Edo ou période Edo ? Ou les deux? Alors, on va plutôt parler de... J'ai aussi un flottement hein, sur époque-période, mais on parle plutôt d'époque Edo. Pour les périodes, on sera plutôt sur des temps plus longs, la période médiévale. En fait, le flottement, il vient de moi, des historiens aussi, et qui travaillent sur le Japon, parce que c'est le même terme en japonais. Donc, époque et période, c'est une délimitation. C'est 2 mots différents en langue occidentale, mais c'est le même terme qui est généralement utilisé au Japon, à savoir Jidai. Donc, ça fait un petit flottement. Mais généralement, on va plutôt parler de période Edo. Alors, d'un point de vue géographique, le Japon, il a évolué ou pas durant cette période? C'est le même qu'aujourd'hui? Alors, le Japon, plus ou moins d'aujourd'hui, hein, il y a eu encore des choses qui ont changé. Géographiquement, ça, c'est plutôt avec l'ère Meiji, où ont été intégrés officiellement dans les départements, les départements de Okinawa et de Hokkaido. Hokkaido et Okinawa, à l'époque Edo, Hokkaido, c'est un territoire extérieur aux frontières japonaises, mais où il y a des colons japonais et des liens tributaires entre les chefs Ainu et le gouvernement japonais. Et Okinawa, qu'on appelle à l'époque Ryukyu, c'est un royaume sous protectorat japonais, donc aussi en situation déjà de colonisation, entre guillemets. Et donc ça va devenir Okinawa tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, au sein donc du territoire japonais actuel. Justement, tu pourrais nous faire un petit point sur cette chronologie de l'histoire japonaise? Parce que pendant longtemps, Edo, ça a été qualifié comme une période médiévale, justement. Le fait de parler d'Edo comme médiéval, c'est en fait quand on prend le système politique et qu'on en fait une lecture un petit peu premier degré du système politique. Le système politique Edo, c'est un shogun, des seigneurs de fief, et donc on retrouve un système vassalique qui fait penser donc au système politique féodal, et de là,
féodalité, on arrive à l'idée de Moyen-Âge, de médiéval. Et ça permettait de porter en fait un regard dépréciateur sur cette période. Donc notamment à l'ère Meiji et après l'ère Meiji, il était plutôt intéressant de déprécier la période précédente et donc de le renvoyer au caractère féodal, donc à un caractère moins avancé. Cette terminologie-là, elle pose plusieurs problèmes à l'heure actuelle, déjà parce que ça renvoie toujours la modernité à l'ère Meiji. Ce qui était intéressant, même du point de vue des Japonais, de dire nous sommes modernes, Edo est la période médiévale. Cependant, en fait, on voit ça dans d'autres cultures, pas seulement au Japon, de renvoyer la modernité à Meiji, c'est toujours de livrer ce discours que ce sont les Occidentaux qui apportent la modernité au Japon, comme si l'histoire japonaise était statique et qu'il fallait le réveil occidental, entre guillemets, pour accélérer les choses et rendre le Japon moderne. À l'heure actuelle, en fait, on se rend compte que si on regarde le système de propriété foncière, les modes de production, le développement urbain, l'essor démographique, le développement industriel, antérieure à Meiji, la hausse globale du niveau de vie, etc., le développement d'une culture, de la bourgeoisie et d'une culture bourgeoise, dont on reparlera justement pour l'édition et les imprimés, le développement des bourgeois, en tout cas, de ce qui va devenir une opinion publique, tout cela, c'est déjà en bourgeonnement, justement, à l'époque Edo, et c'est sur ces bases-là que le régime Meiji va pouvoir accélérer et arriver très rapidement à un même niveau d'industrialisation que les régimes occidentaux. Donc en fait, au niveau économique et au niveau social, c'est assez compliqué de renvoyer la période Edo à un système féodal et à une époque dite médiévale. Donc c'est pour ça que on utilise plutôt la périodisation dite pré-moderne. La période Edo est pré-moderne parce elle est en train de développer les bases, les fondations de ce qui permettra à l'ère Meiji d'accélérer les choses au niveau du développement économique et démographique du pays. Et pour résumer, ils nous ont pas attendus. Ils nous ont absolument pas attendus, mais ça c'est quelque chose qu'on reverra aussi en histoire de l'art, sur les estampes, etc. Le mythe de l'occidental qui découvre des choses dans un autre pays et qui les rend attrayantes, ou le mythe des occidentaux qui réveille un pays dont l'histoire est statique. Le discours de Sarkozy, l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. On est toujours dans ces espèces de schémas-là. Et donc, pour le Japon est rentré dans ce schéma-là. Et à partir du moment où on continue à dire que c'est Meiji moderne et que Edo est médiéval, on conserve ce schéma-là, cette vision-là de l'histoire qui est un petit peu dépassée. Pour se repérer un peu plus facilement en histoire, on utilise des périodisations. Donc, on l'a dit, au Japon, il y a aussi des périodes. Mais en ce qui concerne l'art, est-ce qu'on le découpe de la même manière ? Est-ce qu'on a des périodes qui correspondent au découpage historique ou pas du tout ? Alors, pour les périodes anciennes, notamment quand on étudie la sculpture, mais là, on est vraiment bien antérieur à l'époque Edo, on est plutôt au 7e, 8e siècle, on a des périodisations un petit peu différentes parce que on voit des changements stylistiques qui ne correspondent pas aux changements politiques. En fait, la périodisation va plutôt suivre les changements politiques japonais, mais c'est vrai que l'histoire de l'art, comme l'histoire littéraire, comme tout ce qui est culturel, ne va pas évoluer au même rythme. Et c'est pas parce qu'on change de régime que du jour au lendemain, on va changer de manière de représenter les choses ou de goût littéraire, etc., etc. Donc, pour certains phénomènes, on a utilisé une périodisation différente. Pour l'instant, je vais surtout observer au niveau de la sculpture. Maintenant, au niveau des arts, donc, on va garder cette terminologie dite d'art d'Edo et on va prendre les mêmes dates que finalement le régime Edo, donc 1600, 1854, 1868. Mais quand on regarde à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a effectivement que stylistiquement, artistiquement, on a plutôt un XVIIe siècle
qui est une sorte de transition, c'est où véritablement on a un goût littéraire, un goût pour les peintures, pour certains types de peintures, pour certaines thématiques qui est largement hérité des périodes antérieures, et que ce qui fait l'originalité de l'art et de la culture Edo, à savoir tout ce qui va répondre au goût urbain et bourgeois, ça va plutôt se développer à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, et ça va être véritablement en plein essor au XVIIIe siècle. Donc, l'estampes, le théâtre kabuki, de nouveaux types de littérature plus populaire, etc., etc. Donc, quand on pense art Edo et qu'on fait une équivalence entre art Edo, estampes, monde bourgeois, etc., là, on est plutôt sur fin XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Oui, on imagine que ça s'étale quand même sur 3 siècles. Effectivement, ça a le temps d'évoluer, quoi. Ça a le temps d'évoluer, et le XVIIe siècle est plutôt une transition, le temps aussi que cette bourgeoisie, justement, se développe et de nouveaux besoins, et le temps de soutenir de nouveaux modes de production, tout ce dont on va parler au cours de cet entretien, en fait. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Oui, et alors cette bourgeoisie, cet art se développe parce que l'époque Edo, c'est une époque un peu particulière. Il y a quoi de nouveau par rapport aux autres époques ? Alors, la grande nouveauté, c'est qu'il y a la paix. Et la paix sur le temps long. C'est-à-dire que, mis à part le siège de Osaka en 1815, on peut dire que de 1600 à 1854, il n'y a eu aucun conflit à l'intérieur du Japon. Et cela alors, c'est assez contre-intuitif parce qu'il y a des grandes périodes de l'histoire du Japon avec énormément de conflits internes et qui n'ont pas empêché une floraison artistique. C'est le cas d'ailleurs de la période juste avant Momoyama où on sait qu'il y a eu une intense activité artistique, notamment pour promouvoir les grands daimyos, avec des châteaux qui ont tous été détruits, ou quasiment tous été détruits pendant ces guerres-là, mais avec des grandes peintures pour célébrer le pouvoir de ces grands daimyos. Donc, les guerres internes ne sont pas synonymes au Japon de stagnation artistique ou de régression culturelle ou artistique. Bien au contraire. Néanmoins, ces guerres internes empêchent finalement une bourgeoisie qui avait commencé à se développer grâce au développement notamment d'une activité autour du prêt, de l'usure. Donc ça, c'était en pré-développement à l'époque médiévale, mais cette activité-là a été beaucoup freinée par la multiplication des guerres internes à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Et c'est véritablement à partir du moment où il y a eu la paix intérieure que de nouveau le marché intérieur et donc l'activité de commerce, de prêt, d'usure a pu se redévelopper et donc permettre à cette bourgeoisie et aux villes de se développer, aux grandes villes de se développer et donc de soutenir une activité de bourgeoisie, d'artisanat, de commerce intérieur. Le mot est lâché, artisanat. C'est quoi la différence entre l'art et l'artisanat ? Est-ce qu'il y a une distinction qui se fait là-bas au Japon, comme on peut la faire ici en Occident ? Art, artisanat, déjà en Occident, ça répond véritablement à une hiérarchie qu'on a largement intégrée à partir de la Renaissance, qui est les beaux-arts d'un côté, avec la peinture, la sculpture, l'architecture, et ce qu'on va qualifier de art décoratif, généralement, pendant longtemps en tout cas, beaucoup moins étudié, beaucoup moins considéré, parce que les arts décoratifs, c'est ce qui est pratique, c'est ce qui a une vocation éventuellement à être utilisé, la céramique, la métallurgie, verrerie, bijoux, tapisserie, etc., etc. Alors, beaux-arts, art décoratif, ça va correspondre en japonais à 2 termes, qui est bijutsu et kogai. Ces 2 termes-là, bijutsu, c'est un néologisme qui est créé en 1873, on est en plein dans l'ère Meiji, parce qu'il faut correspondre justement aux catégories occidentales pour être exposé pendant les expositions universelles. À ce moment-là, pendant l'ère Meiji, le Japon va véritablement utiliser les expositions universelles pour se montrer à égalité avec les pays occidentaux. Les arts vont être utilisés dans un enjeu diplomatique et
économique et stratégique, parce que donc à la fin de l'époque Edo, ils ont dû signer avec les pays occidentaux des traités inégaux qui ont fait une situation alors c'était moins pire que la Chine, mais une situation inégale avec les pays occidentaux. Et donc tout l'enjeu du régime de Meiji et du début du XXe siècle pour le Japon, c'est de renégocier ces traités dits inégaux. Et pour renégocier ces traités inégaux, il faut se montrer à égalité avec les pays occidentaux. Égalité militaire, faire aussi comme les pays occidentaux, donc le Japon va commencer à avoir une stratégie de colonisation des territoires alentours, ce qui crée toujours les difficultés diplomatiques entre le Japon, la Corée et la Chine, et à cause de cette intense activité coloniale qu'il y a eu au début du XXe siècle. Et ça va aussi passer par se montrer à égalité en termes artistiques avec les pays occidentaux, en adoptant les mêmes terminologies et en essayant de montrer qu'on est un pays créateur. Si ça alors, c'est largement en dehors de mon champ d'expertise, mais pour les personnes qui seraient intéressées, il y a le livre de Michael Lucan sur la Grèce au Japon, qui montre comment en fait on a voulu tirer un espèce de fil. Il fallait en fait chercher le pays créateur, c'est la Grèce pour l'Occident. Donc les penseurs japonais ont essayé aussi de dire nous avons des racines grecques, nous sommes la Grèce à l'intérieur de l'extrême Asie. Donc c'est assez intéressant à voir. Et donc les arts ont été utilisés aussi à cette fin-là. Néanmoins, avant 1873, on n'est pas du tout sur les mêmes hiérarchies artistiques. Il existe une hiérarchie artistique au Japon, mais qui ne dissocie pas le caractère utile du caractère artistique, comme ça l'est en Occident entre beaux-arts et arts décoratifs d'un côté. Dans cette hiérarchie-là, ce qui va être beaucoup mis en avant, c'est déjà le caractère unique. Donc, ce qui est considéré comme précieux en termes artistiques au Japon, c'est les choses qui ne sont pas reproductibles. La calligraphie, la peinture, et après, ce seront les objets qui ont appartenu à des personnes célèbres. Ça, ce sont vraiment les catégories privilégiées. Et quelque chose qui n'est pas très intuitif pour nous occidentaux, c'est que dans les catégories moins privilégiées, moins considérées, eh bien, on va retrouver la sculpture. La sculpture n'a pas du tout le même rang artistique au Japon par rapport par rapport à l'Occident, par exemple. Et donc ça, c'est la hiérarchie avant Meiji. Et après Meiji, à partir de 1873, on va avoir cette catégorie d'art noble d'un côté, avec ce discours discours occidental de l'art pour l'art, le génie créateur, etc. Et les arts dits manufacturiers issus de la technique, donc les arts décoratifs. Si je comprends bien, en gros, jusqu'à l'époque Meiji, il n'y a pas vraiment de distinction entre art et artisanat, si ce n'est que voilà, c'est à la fois utile et beau et que il faut que ça soit rare dans tous les cas pour considérer que ça a de la valeur. Et ensuite, il y a une distinction qui est faite, surtout pour de la com et bien se faire voir. Voilà, schématiquement, c'est cela. Les modes de production vont bien sûr être un peu différents entre une peinture, un objet en lac, une céramique, mais ça n'est pas le matériau qui va distinguer ce qui va être privilégié de non privilégié. C'est surtout le caractère effectivement reproductible, rare. Bon, bien sûr, si le lac utilise des matériaux précieux, donc ça ne va pas s'adresser au même type de population qu'une céramique rudimentaire. Donc il y a quand même aussi ces distinctions qui sont faites juste par le fait qu'on s'adresse à un certain type de clientèle plutôt que d'autres. Mais les peintres ont proposé des modèles pour les lacs et ça n'était pas déconsidéré, ce n'était pas s'avilir, être déconsidéré quand on était peintre que de proposer des modèles, de dessiner des modèles pour les pour les artisans du lac. Donc c'était pas comment dire ça. En fait, il n'y avait pas le cloisonnement n'était pas aussi épais
et aussi stricte, aussi rigide qu'en Occident, et avec une hiérarchie qui était complètement différente de celle que l'on avait en Occident. Oui, mais finalement, aujourd'hui, par exemple, on a des artistes qui ont été connus pour, voilà, qui font leurs expos, et puis d'un seul coup, qui se mettent à bosser pour une grande marque en offrant un design qui va être reproduit partout. Finalement, on est dans le même schéma, en fait. C'est pas dérangeant, quoi. Plus ou moins, oui, c'est à peu près le même schéma. Ou alors les peintres officiels du régime dont l'une des lignes de la fiche de poste, si on peut le dire ainsi, était aussi de produire des motifs pour les lacs du shogun ou ce genre de choses. Mais alors, d'un point de vue artisanat, on l'imagine bien, produire des pièces rares ou uniques, ça demande sans doute un travail plus fin sur la pièce en question que de créer des objets en série. Comment on finançait ça? C'était des mécènes avant qui... Alors, c'est là aussi où on voit une grande transition au XVIIe siècle. Ça se voit plus particulièrement, ça va se voir plus particulièrement avec les peintures et avec le textile. C'est les deux situations que je connais le mieux. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on est encore dans un mode un peu médiéval à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a des boutiques ou des ateliers, des artisans, mais qui travaillent pour une seule personne, pour un mécène qui va financer l'activité de la boutique de l'artisan. Par exemple, pour le textile, le cas le plus connu, c'est la boutique Kaliganeya, qui est une boutique de textile à Kyoto, qui travaillait pour l'impératrice Kanlaimon-in. Et en fait, cette boutique, elle est extrêmement connue parce que c'est le lieu de vie d'un artiste qui va devenir extrêmement célèbre à la fin du XVIIe siècle, qui s'appelle Ogata Korin. Il a été exposé au musée Cernuschi en 2018, je crois, si je ne m'abuse. Enfin, c'est une star de l'époque Edo et c'est une star de son vivant, en fait. Il n'était pas du tout destiné à être peintre, il était destiné à reprendre cette boutique de textile. Sauf que cette boutique de textile est l'une des dernières à vivre grâce à un mécène, et quand l'impératrice va décéder, cette boutique va péricliter avec, et du coup, Ogata Korin va se consacrer à la peinture et trouver une nouvelle façon de vivre grâce à la peinture, puisqu'il n'aura plus cette boutique pour ses rentrées d'argent. Et donc, on voit avec cette boutique qui périclite et dont on a les archives, dont on connaît bien l'histoire, la fin de ce monde d'artisanat de luxe qui vivait grâce à un mécène particulier et le développement de ce que l'on connaît beaucoup, de ce que l'on voit beaucoup après avec les textiles, qui est le début du prêt-à-porter, en fait. Des boutiques qui s'adressent à un marché. Ça va s'appuyer aussi d'ailleurs sur le développement de l'édition dont on va reparler, avec des véritables catalogues de kimonos comme nos catalogues de la Redoute, où on voit les différents motifs, les occasions, on choisit et après on va commander à la boutique. Et donc ça s'adresse vraiment à un plus large public. Pas seulement un seul mécène, mais un plus large public. Donc ça va être aussi le cas justement de l'édition. Par rapport à une peinture qui est commandée par un mécène, l'édition s'adresse à un plus large public, l'illustration est imprimée à un plus large public. Et plus globalement, moi je connais surtout ces deux situations-là, mais plus globalement, effectivement, on va toujours avoir un artisanat d'extrême luxe pour le shogun, pour les daimyo, donc là avec une relation directe avec un mécène, mais on va aussi avoir un artisanat ouvert finalement au marché, où on crée des objets en anticipant ce que l'on pense être le goût d'une majorité, d'une catégorie de population, qui sera la bourgeoisie urbaine. Alors, tu viens de nous parler de l'édition, plongeons là-dedans. Alors, l'édition, ça peut regrouper plein de choses. Donc, on parle de quoi quand on parle d'édition, là, au Japon? Alors, en fait, il faudrait davantage parler de impression que de édition, parce que l'édition n'est pas un phénomène spécifique, justement, à l'imprimé. Généralement, quand on par l'édition, on pense impression. En fait, l'édition, c'est juste le fait de reproduire et de diffuser un texte par un éditeur. Mais donc, ça ne sous-entend pas une technique particulière derrière. Ça peut être aussi, on peut éditer quelque chose en le reproduisant de manière manuelle.
en faisant un manuscrit. Donc, ce qui est spécifique à l'époque Edo, c'est plutôt l'utilisation massive de l'impression. Donc, l'impression, la définition de base, hein, imprimer, c'est laisser une trace par l'acte de la pression d'un matériel sur un autre matériau. Et ce qui va être le cas au Japon, la technique d'impression la plus utilisée au Japon, c'est l'impression tabellaire. On va utiliser une planche de bois que l'on va graver, que l'on va enduire d'encre. On va venir par-dessus mettre une feuille de papier et frotter par-dessus cette feuille de papier. Et en frottant au-dessus de la feuille de papier, l'encre qui était sur la planche va venir se déporter sur le papier. Donc, de cette manière-là, on a véritablement cette trace laissée par la pression d'un matériau sur un autre matériau. Donc, la technique générale, après, il y a des expérimentations, d'autres types de développement, mais grosso modo, la plupart de ce que l'on voit en termes d'imprimer au Japon, ça va être de l'impression tabellaire xylographique, si on veut vraiment avoir les termes les plus précis possibles. Et on utilise du bois de cerisier pour ces planches, parce que c'est solide, c'est le bois le plus solide, donc il va tenir le plus dans le temps. Et ça c'est tout au long de l'époque Edo ou c'est juste au début? C'est tout au long de l'époque Edo, mais donc ce qui se passe, c'est que l'impression xylographique tabellaire en tant que telle, c'est pas une technologie que l'on découvre à l'époque Edo. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'impression? Il faut la technique de l'impression et il faut généralement le papier, parce que c'est ce qui se prête le mieux au fait de déposer de l'encre, de venir déporter de l'encre. Le papier, il est connu en Chine depuis bien longtemps et du coup au Japon également, hein, depuis très longtemps. Et les premières impressions xylographiques que l'on a au Japon, c'est au 7e siècle. Donc, c'est très tôt par rapport à l'Occident. Mais du 7e siècle jusqu'au 17e siècle, cette technique-là est quasiment exclusivement, le précaré des temples. En fait, on l'utilise pour reproduire des images religieuses et pour reproduire des textes religieux. Parce que dans le bouddhisme, il est important, ça fait partie des moyens pour avoir un bon karma. Alors, je schématise beaucoup, hein, je ne suis pas historienne des religions, mais la reproduction d'œuvres, d'iconographie religieuse ou de textes religieux permet d'améliorer son karma. Et donc, c'est très intéressant pour les temples de pouvoir aussi diffuser leurs textes et leur iconographie de manière rapide et sans déformation possible. L'impression, au contraire de la reproduction manuelle manuscrite, l'impression garantit un texte et une image qui va rester fiable, stable, où il ne va pas y avoir de faute de copie au fur et à mesure de la transmission. Pas comme les moines occidentaux qui rajoutent des petites lettres comme des petits malins. C'est ce qui fait après le sel de la chose. C'est très amusant à repérer et ça permet aussi de voir ce qui était compris à certaines époques. Donc, les fautes des copistes, c'est très, très, très intéressant. Les fautes des copistes sur les iconographies aussi, c'est très intéressant. Mais d'un point de vue strictement religieux, effectivement, ça l'est beaucoup, moi. Oui, donc c'était pas cette imprimerie-là, elle n'était pas accessible à tous finalement. C'était très compartimenté, quoi. C'était très compartimenté et jusqu'au XVIIe siècle, c'est vraiment le fait des religieux. Ce qui va changer au XVIIe siècle, c'est que l'on va avoir le développement finalement de l'édition à caractère profane et à caractère commercial. Parce que ce qui était développé dans les temples n'avait pas vocation à être lucratif. Au XVIIe siècle, quand on développe ça avec des récits qui ne sont plus des récits religieux, mais des récits profanes, on va aussi développer toute une économie derrière. Et donc, l'impression va devenir aussi une impression à caractère lucratif. On va en reparler, mais un tout petit aparté, parce qu'on a Isé Gorias qui nous pose une question spécifique. Alors moi, je connais pas, hein, mais peut-être que tu as la réponse, peut-être pas. Il dit, est-ce que la technique d'impression dont on parle, c'est la même que pour la fabrication du papier washi? Alors, il y a différents types de papier. Très luxueux, peu luxueux et tout ça, on le met dans la catégorie, le terme générique de washi. Donc là-dessus, je vais pas
Je ne peux pas trop m'attarder parce que je ne connais pas encore toutes les subtilités du papier, mais effectivement, il y a énormément de papier. Le Japon est un pays, encore maintenant, qui a gardé une grande tradition de fabrication de papier. Il y a vraiment différents types de textures, différents types d'absorption de l'encre en fonction du caractère plus ou moins luxueux de ce que l'on veut avoir. Maintenant, le papier n'est pas la fabrication du papier et la fabrication d'un livre ou d'une image imprimée, ce sont deux choses différentes. La technologie de l'impression est la même, quel que soit le type de papier qu'on utilise en dessous. Maintenant, ce qui va beaucoup intéresser les personnes qui vont travailler dans ce monde éditorial imprimé de l'époque Edo, c'est justement d'avoir des papiers les plus fins possibles, parce que ce seront les papiers les meilleurs marchés, et ce qui permettra d'imprimer et de proposer à bas coût des livres donc, qui seront accessibles à un plus grand nombre de personnes. Donc on a généralement, plus le livre est bon marché, plus on aura un papier extrêmement fin où on voit au travers. On parlait de l'artisanat de marché tout à l'heure. Comment ça s'est appliqué concrètement à ce monde de l'édition ? Comment est-ce qu'on ciblait le public ? Comment est-ce qu'on se faisait de l'argent ? Donc là, je suis vraiment sur comment ça va se stabiliser à partir du XVIIe siècle. Je pense qu'après, on reviendra sur quelques petites expérimentations qu'il y a eu au tout début du XVIIe siècle. Comment ça s'est stabilisé à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle ? Le grand Manitou, c'est l'éditeur. L'éditeur, sur certaines représentations d'éditeurs, d'ailleurs, son visage est remplacé par une pièce de monnaie dans certaines représentations, parce que c'est lui qui va tout payer. Donc c'est lui qui prend le risque financier sur l'ensemble de l'affaire, mais c'est aussi lui qui va récupérer, si l'affaire marche bien, le plus d'argent. Quand le risque financier est trop important, les éditeurs peuvent faire alliance les uns avec les autres, entre un éditeur d'Edo, de Osaka, de Kyoto, etc. Donc, parfois, sur certains livres ou sur certaines estampes très coûteuses, on va retrouver plusieurs noms d'éditeurs, ce qui veut dire que soit c'était une entreprise qui était considérée comme très coûteuse, soit on n'était vraiment pas sûr que l'entreprise allait être couronnée de succès. Mais en tout cas, donc, l'éditeur, c'est la première personne, c'est la personne à l'origine du projet, que ça soit une estampe ou que ça soit un livre imprimé. Cet éditeur, on va prendre le cas du livre imprimé, puisque c'est là où il y a le plus d'intervenants. C'est lui qui va passer commande. Si on prend un roman illustré, par exemple, il va passer commande d'un texte auprès d'un auteur et il va passer commande d'illustration auprès d'un illustrateur. Donc, on a déjà deux autres personnes qui interviennent. Le texte, une fois qu'il est fait, généralement, les auteurs, ils ont une écriture absolument illisible. Donc, le texte va être confié à un copiste qui va le réécrire de manière plus jolie, plus lisible. L'artiste, l'illustrateur, va aussi proposer des dessins. Texte et dessins vont être envoyés ensuite au graveur. Donc le graveur, on sait peu de choses sur comment les participants à l'entreprise éditoriale étaient payés. On a aussi peu de choses sur les prix qui étaient pratiqués sur les livres et sur les estampes, qui sont produites par les mêmes personnes et vendues aux mêmes endroits, dans des librairies. Par contre, ce dont on est à peu près sûr, c'est que dans toute cette entreprise-là, ceux qui étaient le mieux payés étaient les graveurs, très probablement. Parce que c'est finalement, c'est eux qui vont graver dans la planche de cerisier toutes les finesses de l'écriture, toutes les finesses du motif. Donc, si le graveur n'est pas doué, c'est toute la finesse de l'ensemble qui va se perdre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Quand on regarde une estampe, un livre illustré, on voit une entreprise collective. On ne voit pas la main d'un dessinateur. C'est toujours la main d'un dessinateur passée au travers l'habilité d'un artisan qui va graver tout cela dans la planche de bois. Comment est-ce qu'on fait pour reporter le dessin et le texte sur une planche de bois ? En fait, l'illustrateur va dessiner sur un papier extrêmement fin. On voit au travers de ce papier, donc le graveur va poser ce papier sur sa planche à graver et en fait, il va suivre le dessin ainsi. Ce qui veut dire que le dessin préparatoire, il est perdu pendant cette étape-là. Donc, quand on conserve des dessins préparatoires, c'est très, très
précieux pour les historiens d'art parce que c'est justement là où on voit la main de l'artiste en tant que tel, mais tous les dessins préparatoires que l'on garde, ce sont soit des copies, soit des dessins préparatoires de choses qui n'ont pas abouti finalement à gravure et à impression, donc des projets ratés, entre guillemets. Donc, le graveur fait son travail. Il renvoie ensuite, alors l'illustrateur et l'auteur peuvent venir voir le graveur, notamment pour préciser certaines choses, mais in fine, ces planches sont envoyées de nouveau à l'éditeur. C'est l'éditeur qui est propriétaire des planches gravées. Ces planches gravées, il va les confier à un imprimeur, et c'est l'imprimeur qui connaît les papiers, connaît les encres, connaît les couleurs quand tu auras besoin de couleurs, et c'est lui qui va gérer cette étape donc que je décrivais tout à l'heure de frottement, de poser le papier, de frotter par-dessus, etc. Ultime vérification avec ensuite l'illustrateur quand il y a des couleurs en jeu pour vérifier que tout est en ordre. Et une fois que tout est en ordre, on renvoie et les planches et les feuilles imprimées à l'éditeur qui le confie à des relieurs. Généralement, ce sont des femmes. C'est la seule partie de l'entreprise qui était a priori confiée davantage à des femmes qu'à des hommes. Donc, entreprise de reliure. Et après, l'éditeur le met sur le marché. L'éditeur, généralement, est le propriétaire d'une ou de plusieurs librairies où il va vendre ses livres ou ses estampes en fonction. Oui, alors, on disait que c'était plus accessible, mais quand tu nous décris tout ça, je me dis c'est quand même une sacrée logistique aussi. Donc j'imagine que tu trouvais pas le livre de poche à 5 balles, quoi. C'était vraiment des objets qui devaient coûter quand même un petit peu cher, non? Ça dépend toujours du type de papier, des couleurs. Quand on est sur au 18e, 19e siècle, on va développer des tout petits livres qui font la hauteur de ma main. J'ai une petite main, donc ça doit faire quoi, 15 cm de hauteur. Donc c'est vraiment l'ancêtre du livre de poche, avec des feuillets extrêmement fins, du papier extrêmement fin où l'encre passe au travers et où tout est en noir et blanc. Donc on est vraiment sur des matériaux bas de gamme, ce qui ne veut pas dire que les artisans et les artistes derrière étaient bas de gamme, mais les matériaux sont bas de gamme. Et dans les estimations qui sont faites, toute proportion gardée, j'avais lu quelque chose comme un livre qui devait coûter un plat de nouilles. Ah ouais, donc au final... En tout cas, c'était accessible. Après, on rediscutera de qui pouvait les lire, mais ça ne représentait pas un mois de salaire ou 2 mois de salaire d'un ouvrier. C'était beaucoup plus accessible que cela. D'accord, ouais, bah, écoute, c'est étonnant, je pensais pas. Mais, Pour les livres vraiment bas de gamme, là je ne parle pas de livres avec un papier plus épais, je ne parle pas de livres en couleur ou ce genre de choses. Pour vraiment les livres meilleur marché, pour le plus large public de littérature très populaire, on tourne autour du plat de nouilles, de ce que je me souviens, mais on est toujours sur des estimations, parce que les livres de compte des librairies n'ont généralement pas été conservés. Donc on a très peu d'informations, on est toujours plutôt sur des estimations, des suppositions de ce que devaient être les prix et les salaires des personnes qui intervenaient dans l'édition. Tu voulais nous parler, avant peut-être qu'on continue, sur tu avais quelques exemples à me citer avant justement l'essor de cette impression de marché, cet artisanat de marché? Oui, pour l'impression, en fait, je voulais juste rapidement revenir sur ce tout début du XVIIe siècle, puisque au tout début du XVIIe siècle, on va avoir plusieurs expérimentations de techniques d'impression différentes, et notamment l'expérimentation des caractères mobiles. Caractères mobiles, un peu comme sur une machine à écrire? C'est la technologie qui a été utilisée, grosso modo, avec Gutenberg en Occident. Donc, c'est le fait de composer sa page avec des caractères séparés les uns des autres pour former des lignes, pour former des phrases et des mots. Différent donc de la planche où est réunie l'entièreté du texte et de l'image. Là, on doit composer mot à mot dans un cadre, un texte. Et donc, une fois qu'on a imprimé ce qu'on souhaite imprimer, on redécompose tout le texte et on les range dans les différentes cases imprimeurs. Ça, c'est les caractères mobiles. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Au moins, on peut réutiliser le truc et on n'est pas obligé à chaque fois de la balancer entre guillemets, d'avoir un exemplaire unique, quoi. C'est ça. Et donc ça, les caractères mobiles, ça pose question
C'est un grand enjeu de savoir toujours qui a la technologie la plus ancienne. Déjà, rien que pour Gutenberg, à Strasbourg, la ville de Strasbourg se bat avec d'autres villes allemandes pour savoir où était la première imprimerie de Gutenberg, etc. Donc, c'est toujours un grand enjeu de savoir qui a la technologie la plus ancienne. Et le grand mystère que l'on a, c'est que le caractère mobile existe en Chine et en Corée, à peu près en même temps que Gutenberg. Donc, il pourrait aussi y avoir des influences extrême-orientales sur la technologie de l'imprimerie en Occident. Ça ne serait pas du tout impossible. Bon, ça, c'est une petite aparté. Mais donc, au XVIIe siècle, on a des expérimentations de caractère mobile. Alors, au contraire de l'Occident et de la Corée au Japon, on va continuer à utiliser le bois plutôt que des caractères mobiles en métaux. On va utiliser davantage le bois. Et la question que l'on se pose, c'est pourquoi cette technologie apparaît et sous quelle influence? Puisque à cette époque-là, on a eu les premiers contacts avec les Occidentaux, notamment avec des jésuites portugais qui vont faire venir une presse occidentale au Japon pour du prosélytisme religieux, une presse qui va d'ailleurs un petit peu circuler au fur et à mesure des aventures des religieux au Japon. Et dans le même temps, à partir de 1592, il y a eu des tentatives d'invasion de la Corée par Toyotomi Hideyoshi, qui a été un échec, mais un échec sur le plan politique, diplomatique, mais sur le plan artistique, en fait, les Japonais sont revenus avec dans leur bagage des artisans qui vont être en fait émigrés de force au Japon. Et cette tentative d'invasion-là est en fait va permettre le développement de nombreuses technologies, notamment aussi dans la céramique, des avancées technologiques qui viennent directement de la Corée. Et donc, la technologie du caractère mobile coréen pourrait très bien avoir voyagé jusqu'au Japon exactement à la même époque, puisque on voit ces caractères mobiles arriver. Donc, double influence potentielle entre les jésuites, la presse jésuite d'un côté et les caractères mobiles coréens de l'autre, qui aboutit à ces expérimentations du caractère mobile au Japon, dans des éditions extrêmement luxueuses. On est début XVIIe siècle, ce n'est pas encore cette édition à caractère commercial qui va se développer dans la suite. Donc, ce sont des éditions extrêmement luxueuses, certaines sous protectorat impérial. On a des éditions, des impressions impériales de textes littéraires, du canon classique des textes littéraires. Et après une période d'expérimentation de 20-30 ans, la technique est abandonnée. Et donc, c'est le seul pays à ma connaissance, et c'est pour ça que c'est aussi beaucoup étudié par les spécialistes de l'édition et de l'impression, c'est un des rares pays en tout cas qui revient sur une technologie antérieure après avoir expérimenté les caractères mobiles. Oui, c'est assez contre-intuitif, j'allais te dire. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est... C'est très contre-intuitif. Et en fait, il y a plusieurs explications à cela. Il y a probablement plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'a priori, c'était plus cher de produire des caractères mobiles que de produire des planches xylographiques. Donc, il y a un caractère de coût. Ensuite, alors pour les personnes intéressées, je vous invite à taper Sagabon dans votre moteur de recherche, SAGABON. C'est une de ces éditions de luxe utilisant les caractères mobiles. Au Japon, on est très attaché à l'écriture manuscrite. Donc, l'écriture manuscrite, la cursive japonaise, il faut partir du principe qu'on écrit en colonne et que le pinceau ne va pas être enlevé du papier. Donc, en fait, on a des colonnes avec plusieurs caractères, mais qui s'enchaînent les uns aux autres par le même trait de pinceau. Donc, ce caractère manuscrit, on va essayer de le conserver dans l'impression. Or, à partir du moment où on veut le conserver dans l'impression avec des caractères mobiles, il faut énormément de jeux de caractères différents pour que, quels que soient les caractères qui s'enchaînent, le trait de pinceau s'enchaîne exactement de la même manière. Donc, technologiquement, c'était très complexe de garder l'écriture manuscrite, ou en tout cas de garder l'idée de reproduction manuscrite avec la technologie des caractères mobiles, alors que sur une planche de bois gravé,
eh bien, c'était beaucoup plus simple, en fait. Ça, c'est la deuxième explication. Et la troisième explication, c'est le goût au Japon pour la combinaison du texte et de l'image. Quand on a les caractères mobiles, il y aura forcément au moins 2 étapes d'impression. Imprimer le texte d'un côté, imprimer l'image de l'autre. Image et texte ne peuvent pas être sur le même temps d'impression. Alors qu'avec la planche de bois gravé, on imprime tout en même temps et donc gérer aussi, on a des compositions très étonnantes au Japon où le texte est dans l'image, va remplir tous les trous laissés par image. Ça aurait été impossible avec les caractères mobiles. Donc ça, ce sont les différentes explications avancées pour finalement expliquer le fait qu'on va réemployer la technologie antérieure et finalement laisser les caractères mobiles de côté jusqu'à l'ère Meiji. Donc, le caractère mobile, c'est 1600 à 1620 grand maximum. Et après, tout ce que vous verrez de postérieur à 1620-1630, c'est très, 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 très probablement de l'impression xylographique tabellaire. Alors tu nous disais que donc les bouquins deviennent quand même vachement plus accessibles. Ça suppose aussi, s'il y a un marché, que y a des gens pour l'acheter, donc des gens qui savent lire. Alors, ce que l'on sait sur le lectorat, ce que l'on observe, en fait, c'est que à partir du XVIIIe siècle, on observe un réel développement des écoles dans les temples pour les enfants en bas âge et de la bourgeoisie, et après différents types d'écoles en fonction de l'extraction sociale. Et ça s'accompagne au niveau éditorial par des véritables manuels scolaires. C'est assez intéressant à voir. On voit des manuels pour les femmes, des manuels pour les agriculteurs, des manuels pour les commerçants, etc. Donc on a véritablement 2 phénomènes qui se soutiennent. Le développement de l'édition commerciale entretient le besoin d'éducation et inversement. Plus les gens sont éduqués et lettrés, plus ils soutiennent ce véritable boom de l'édition, ce développement toujours croissant de l'impression à caractère commercial. C'est plus compliqué par contre de quantifier quelle proportion de la population savait effectivement lire. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à quantifier. Ce que l'on sait, c'est que le taux de lettrisme, d'alphabétisation au Japon a priori impressionné les Occidentaux quand ils sont revenus au Japon au XIXe siècle. Donc, c'était pas déconnant, entre guillemets, par rapport à ce qu'il y avait en Europe au même moment, surtout pour l'alphabétisation des femmes. C'est beaucoup ça qui est mis en avant par les Occidentaux, le fait que beaucoup de femmes, en tout cas par rapport à ce qu'ils observaient en Occident, savaient lire au Japon. Les chiffres, j'essaye de vous les retrouver sur mes anti-sèches en même temps, les chiffres qui sont avancés, alors ceux qu'on lit un peu partout dans les ouvrages sérieux et moins sérieux, c'est 1850, environ 50% de la population sait lire et écrire. De ces 50%, 40% sont des hommes et 10 à 15% seraient des femmes. Ces chiffres-là, en fait, les historiens de l'éducation ne sont pas forcément d'accord avec. C'est en fait largement extrapolé. Je pense qu'on peut considérer que c'est vraiment la borne ultime maximale, en fait, du taux d'éducation, parce qu'en fait, on n'a aucun moyen de quantifier. Donc, ce sont en fait des espèces d'extrapolations faites en fonction du nombre de livres et du nombre d'écoles recensées. Mais combien d'enfants il y avait dans ces écoles, jusqu'à quel âge ils suivaient la scolarité, enfin, on n'a aucune trace tangible permettant de rendre ces chiffres plus concrets. Et ensuite, en fonction des classes sociales, on n'a pas du tout le même taux d'alphabétisation. Chez les samouraïs, certes, on sait lire, mais les samouraïs, ça représente 7% de la population seulement. Ce que l'on voit aussi, c'est que les 2 plus grandes catégories de livres imprimés, ce sont les livres religieux et les livres qui s'adressent aux samouraïs. Donc, les plus grands lecteurs, c'est le monde religieux et cette caste de la population qui représente que 7% de la population. Et après,
Dans la bourgeoisie et chez les paysans, dans les campagnes, ça dépend beaucoup des capacités économiques de chaque famille et des capacités à investir dans l'éducation des enfants. Les paysans aisés savent probablement lire et écrire, déjà parce qu'il faut un chef de village qui puisse correspondre avec les autorités et que tout se fait par l'archive, par la lettre. L'époque Edo, pour les historiens, c'est une mine d'or parce qu'on a énormément de documentation sur presque, je dis bien presque parce qu'il y a toujours des choses qui nous échappent, mais on a quand même beaucoup plus d'archives que dans les époques précédentes, aussi parce qu'on a produit plus d'archives. Donc les paysans aisés probablement savent lire et écrire, mais est-ce que ça s'étend jusqu'aux femmes? Ça, on sait pas grand-chose. Dans la bourgeoisie, les femmes probablement, notamment la bourgeoisie commerçante, c'est en tout cas souvent mis en avant dans les livres d'éducation qu'il faut éduquer les femmes pour qu'elles puissent au moins s'occuper des enfants et des héritiers en bas âge jusqu'à un certain âge. Il faut éduquer les femmes de manière à ce qu'elles puissent au moins apprendre à lire et à compter aux futurs héritiers de la famille. Ça, c'est un peu dans les discours. Jusqu'à quel point c'était effectivement pratiqué, voilà, ça c'est difficile à quantifier. Donc les chiffres que je vous donne, ce sont vraiment des chiffres qu'on retrouve assez facilement dans beaucoup de livres et aussi des livres sérieux. Hein. Ce ne sont pas absolument pas dépréciateurs, mais ce sont des chiffres qui sont qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, tu dis qu'on a beaucoup d'archives. Est-ce que dans ces archives, on a des livres de contes, notamment qui nous rendent compte des ventes de bouquins, par exemple? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y avait des best-sellers à l'époque et à combien ça a pu se vendre? On peut en retrouver par accident. Je peux prendre un cas concret. Donc, moi, je travaille sur les livres manuscrits contenant des peintures qui sont produits au XVIIe siècle, puisque ce n'est pas parce qu'il y a l'impression qui se développe que l'on va arrêter de produire des manuscrits, parce que justement les manuscrits c'est plus précieux, donc notamment pour des trousseaux de mariage de filles de daimyo, etc. On va continuer à produire des livres manuscrits avec des peintures. Donc ça, c'était mon sujet de thèse. Et c'était un peu aussi une des grandes interrogations que je me disais, c'est on dit que ça s'adresse aux daimyo, donc ça doit être cher, mais est-ce qu'on a des preuves, est-ce qu'on a des archives? Sauf que les livres de contes de beaucoup de boutiques, pas seulement des boutiques de livres ou des imprimeurs, le papier était réutilisé. Il était réutilisé pour rembourrer des couvertures ou tout simplement il était réutilisé comme rembourrage de paravents. Et mon professeur de thèse avait trouvé une archive sur ces livres à peinture que lui et moi on étudiait, tout simplement en regardant derrière en paravent et en commençant à tirer un petit peu le papier qui dépassait et à commencer à photographier. Bon, on peut pas démonter tous les paravents conservés pour essayer de vérifier quels sont les types de chiffres qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Mais dans certaines, quand les livres sont restaurés, de plus en plus, on va sortir ces papiers-là. On a un livre de ce type à la Bibliothèque nationale de France qui a été restauré récemment. On a sorti les papiers qui servaient de rembourrage et je les ai pas encore lus en entier, mais c'est plus de l'archive liée au théâtre. Au livre de contes, ou en tout cas, il y a de ce que j'ai saisi et compris, on a les blasons d'acteurs de théâtre. Donc, on a aussi ce type d'archive qui peut se retrouver en rembourrage de livres ou de paravents. Donc, c'est aussi pour ça que nos informations sont très parcellaires. C'est vraiment par l'accident qu'on va retrouver ce genre de choses. Et ça va toujours non, mais très souvent, ça va rentrer en conflit avec l'intérêt de préservation de l'objet dans lequel le papier a été réutilisé. Et alors, sur ces ouvrages donc, qui sont imprimés et distribués un peu plus largement qu'avant, on a des thématiques de bouquins qu'on peut identifier? Alors, dans un premier temps, ce sont essentiellement des livres à connotation morale, religieuse, notamment à connotation néo-confucéenne. En fait, à partir du moment où se développe l'édition à caractère commercial, on va aussi avoir des répertoires d'éditeurs
Donc ça, ce sont des choses que l'on conserve et donc on arrive assez bien à suivre l'évolution à la fois du nombre d'éditeurs par ville, mais aussi des types de catégories qu'ils proposaient. On a ces répertoires qui sont régulièrement édités. À la fin aussi des livres, les éditeurs font la promotion des autres ouvrages qu'ils vont sortir ou qu'ils ont sortis. Donc les publicités à la fin des ouvrages, c'est également une mine d'informations précieuses pour comprendre quels étaient les autres titres quand malheureusement les titres, les livres en question n'ont pas été conservés. Donc là, en tout cas au XVIIe siècle, c'est cette thématique-là qui est la plus importante. On imprime aussi les classiques littéraires antérieurs, le dit du Genji, les contes d'Issée. Donc ça, ce sont des romans avec des poésies qui ont été des récits avec des poésies qui ont été composées à l'époque Heian. On va aussi rééditer avec des illustrations le dit des Heike, donc qui raconte les affrontements entre les Minamoto et les Taira à la fin du XIIe siècle. Donc ce qui est intéressant pour ces livres-là, c'est que ce sont des textes qui, notamment le dit du Genji, c'est le texte le plus important pour l'histoire de l'art japonais. Il est comparé par certains spécialistes à la Bible en Occident, en termes de nombre d'illustrations, de réinterprétations, de transpositions dans d'autres types de supports, etc. C'est absolument conséquent. Au niveau, dans les estampes, on va retrouver des allusions au dit du Genji plus ou moins cachées, donc c'est absolument conséquent. Mais ce texte-là qui est fondamental, qui est devenu fondamental dans la connaissance de la poésie, surtout dans la connaissance de la poésie parce que c'est un texte qui contient beaucoup de poèmes, il est devenu fondamental dans l'éducation des guerriers pendant la période médiévale. Ça, je le dis un tout petit peu grâce à ma collègue qui a relu cette partie-là sur Evelyne Le Signodoli sur la poésie chez les guerriers dans l'ouvrage sur les samouraïs. On a des samouraïs qui, en plein siège, faisaient des rencontres poétiques, faisaient des cours sur la poésie du Genji. Et donc, ce texte-là est très important, mais il est devenu de plus en plus opaque parce que la langue du XIe siècle Heian n'est plus du tout la même que la langue de l'époque Edo. Et ce qui va changer au niveau de la connaissance de ces textes, c'est que jusqu'à présent, on était dans une société du manuscrit. Du coup, avec le manuscrit, la transmission des textes et la connaissance des textes se faisait de manière très horizontale. C'était un savoir qui était fermé, qui était secret, qui se transmettait généralement d'élève à disciple, d'individu à individu. Avec l'époque Edo, on va rééditer ces textes, véritablement, là on peut dire avec un appareil éditorial. Il va y avoir des notes, il va y avoir des explications de vocabulaire, etc. Et ça va faire une diffusion de la connaissance non plus verticale d'un maître à un disciple, mais horizontale, avec tout un cercle de lecteurs. Donc, on a vraiment une diffusion beaucoup plus large de la connaissance sur ces grandes œuvres de la littérature classique japonaise. Et je reviens sur le caractère artistique. Jusqu'à présent, l'illustration de ces grands romans, c'était quelques peintres spécialisés, c'était un peu le précaré de certains ateliers de peinture très prestigieux. À partir du moment où on va produire des illustrations imprimées à côté du texte, on va aussi standardiser l'iconographie de ces romans et la rendre accessible à des illustrateurs et à des peintres qui n'ont pas eu la même éducation, qui n'ont pas pu se former à ces illustrations dans ces grands ateliers prestigieux et qui vont quand même pouvoir reproduire ces images et il va y avoir une certaine standardisation à la fois du texte, mais aussi de l'image de ces grands classiques, dont notamment le dit du Genji. Donc le XVIIe siècle est très très important aussi dans une certaine stabilisation d'une tradition iconographique sur des piliers véritablement de la peinture et des arts graphiques japonais. À partir du XVIIIe siècle, on va, comme le lectorat s'est davantage développé, on va avoir de plus grandes catégories
d'ouvrages se développer. Généralement, au Japon, on va les distinguer en fonction de la couverture de la couleur de leur couverture. Donc, on parle de akabon, donc des ouvrages à couverture rouge, qui étaient davantage pour les enfants, avec beaucoup d'images, très peu de texte. Et ensuite, on va avoir les aobon et les kurobon et les kibyoshi, toujours en fonction des couleurs de couverture qui sont à destination du lectorat plutôt adulte. Et c'est dans notamment les kibyoshi, les livres à couverture jaune, qui sont ces petits livres de poche à bas coût qui vont aussi servir de rentrée financière pour les illustrateurs. Ça fait partie de leur plus grande activité. Ces illustrateurs-là se font de l'argent grâce à l'illustration de livres, beaucoup plus que grâce à d'autres activités. C'est ça qui font leur popularité. Donc, l'illustration de livres devient extrêmement importante pour ces artistes-là. Dans ces ouvrages-là, alors je ne sais pas si je peux montrer. Voilà à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas si on voit bien, mais donc ce sont des images avec des textes qui remplissent les creux, mais vous les retrouverez dans mes conseils bibliographiques un petit peu plus tard sinon. Et ce qu'on va de plus en plus voir, c'est du roman feuilleton en fait. Donc ça peut être sur 100, 150 volumes, des récits de vengeance, des guerres entre clans samouraïs avec du sang qui vole, des têtes qui volent, beaucoup de fantômes. À partir du XVIIIe siècle aussi, on va beaucoup aimer les histoires de fantômes vengeurs, de démons, etc. Donc c'est ça que l'on va retrouver beaucoup dans ces petits livres-là. Alors justement, les illustrations, parlons-en. Les illustrations de ces livres, elles sont réalisées par qui ? Alors, le premier artiste illustrateur dont on conserve le nom, c'est le milieu du XVIIe siècle et c'est Ishikawa Boronobu, qui est du coup considéré un peu comme le père fondateur de l'estampe et de l'illustration imprimée. Ce qui est un peu faux. En fait, c'est juste que c'est de lui qu'on conserve... on conserve son nom, mais il appartient en fait à une génération d'artistes qui existaient déjà, qui pratiquaient déjà l'illustration imprimée, sauf que lui a eu un davantage de succès et son nom d'ailleurs est conservé parce que c'était un argument commercial des éditeurs. On a un certain nombre de cas, à la fois d'auteurs mais aussi d'illustrateurs, dont on voit les noms apparaître dès la couverture parce que ça fait vendre, parce qu'ils ont une popularité et ça fait vendre. Ishikawa Boronobu, il est aussi phare, c'est le premier dont on conserve le nom, et surtout, dans sa carrière, on voit, lui a travaillé dans le livre illustré. Le livre illustré, c'est la première étape. Livre imprimé illustré, c'est la première étape. Mais Ishikawa Boronobu a suffisamment de succès pour qu'un éditeur envisage un nouveau type d'imprimé qui va être des illustrations sur feuilles indépendantes. Ce que l'on appelle maintenant estampe ou kiyoe. Donc, en dehors de tout livre relié, des illustrations sur feuilles indépendantes que l'on va vendre donc de manière autonome. Et donc, Ishikawa Boronobu est aussi le premier illustrateur à faire ce type de composition-là. Donc, en dehors de tout livre, juste des feuilles illustrées que l'on vend individuellement. Donc ça, c'est à partir du milieu du XVIIe siècle. J'ai un peu perdu la question d'origine, je me suis laissée emporter. C'était en gros qui réalisait ces illustrations. Donc là, tu nous fais le portrait du plus connu. C'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Après, le schéma classique, donc à partir du XVIIIe siècle, on va avoir des écoles d'estampes se développer en fonction d'un fondateur, d'un style et de certaines thématiques privilégiées. Donc, dans les plus anciennes, on a les écoles Torii. La fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, la plus grande école, c'est l'école d'estampes Utagawa. Et dans ces petits livres bon marché dont je parlais, c'est essentiellement des artistes de l'école Utagawa qui œuvraient. Donc ces écoles-là, en fait, elles vont se structurer comme se structuraient les ateliers de peinture. On retrouve un peu
la même façon de fonctionner, à savoir un maître qui enseigne son style ou qui travaille avec plusieurs élèves, lorsque les élèves ont acquis soit suffisamment de réputation, soit ont été reconnus par le maître va leur céder soit une signature, soit une partie de son nom, que l'on va retrouver dans le nom d'emprunt du maître suivant. Par exemple, si on regarde les artistes de l'école Utagawa, on a Utagawa Kunisada, Kuni, que l'on retrouve dans Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Kunimasa. Donc, on va avoir ainsi des caractères qui vont se retrouver dans les noms des artistes futurs et qui attestent d'une lignée et d'une transmission qui a été achevée, qui est considérée comme aboutie. Et après, c'est un peu la première étape du CV, quoi. C'est le titre du CV. Voilà. Et donc, en aucun cas, c'est leur nom d'origine. Kuniyoshi, on le connaît par ce nom-là, mais ce n'est pas son nom de naissance, entre guillemets. Et ensuite, quand le maître décède, un autre... Parmi ses disciples, ses élèves, le plus renommé, le plus important, alors généralement avec un lien de famille, mais c'est pas forcément le cas, va succéder à la tête de l'école, à la tête de l'atelier, et dans ce cas-là, reprendre le nom complet du fondateur ou du maître. Ça pose des problèmes parce que quand les styles sont vraiment trop proches les uns des autres, comme il n'y a pas de système de numérotation 1, 2 ou 3, et bien quand on a un nom d'illustrateur, parfois c'est assez compliqué de savoir si c'est le premier, le deuxième ou le troisième du nom. Donc ça peut complexifier un peu les choses. La plupart de ces artistes sont plutôt issus sont plutôt des roturiers, donc issus de la bourgeoisie, etc. Certains ont des profils un petit peu plus particuliers et qui peut aussi expliquer davantage de liberté qu'ils vont pouvoir se permettre dans leur carrière. C'est le cas notamment de Hokusai, qui est en fait issu de la classe des samouraïs, petits samouraïs probablement, mais des samouraïs quand même, ou d'un autre artiste qui est Chobunsai Eishi, qui est peut-être un petit peu moins connu en Occident, mais qui produit des choses absolument magnifiques et qui, lui, est issu d'une grande classe de samouraïs qui descend directement des Fujiwara. Les Fujiwara, c'est la famille la plus importante aristocratique de l'époque Heian. Donc on est là ici dans un dessinateur qui descend d'une grande noblesse en fait. Et qui peut aussi expliquer une certaine liberté qui peut se permettre dans les thèmes, dans le style, dans la manière de représenter les choses. Tous les artistes ne pouvaient pas négocier avec leur éditeur, puisqu'ils n'avaient pas les mêmes... Quand ils n'étaient pas célèbres, ils n'avaient pas les capacités financières de pouvoir chipoter vis-à-vis d'un éditeur. C'est pareil aujourd'hui, hein, je le précise. C'est exactement pareil aujourd'hui. La spécificité de Hokusai, outre le fait qu'il est très aimé en Occident, mais c'est que plus il acquiert en célébrité, plus on voit qu'il choisit ses auteurs, il choisit ses graveurs. On a les lettres de négociation avec l'éditeur, donc on voit qu'il est très conscient à la fois de ce qu'il fait, de l'importance d'avoir le bon graveur pour traduire la plasticité et la finesse de ses traits. Rien n'est laissé au hasard. Et on a les archives de Hokusai, donc on s'en rend très vite compte. Et pourquoi la vague de Hokusai, justement, elle est aussi connue? Grande question. Elle est connue... alors, elle appartient à toute une série de vues du mont Fuji. Elle est connue... Alors, au Japon, la série entière est archi aimée, et ce n'est pas forcément la composition la plus aimée et la plus reproduite au Japon, la vague de Kanagawa. C'est plutôt les vues du mont Fuji rouge qui sont connues et célébrées. Mais ça fait partie d'un ensemble qui a fait l'objet de facsimilés, certains complètement légaux, d'autres beaucoup moins légaux, qui ont été produits dans la seconde moitié du 19e siècle, à la fois pour répondre à une demande du marché intérieur. On a un engouement autour de Hokusai à l'intérieur du pays, donc on n'a pas assez d'estampes, donc on en reproduit, et également pour répondre au goût de l'Occident.
pour répondre au goût de l'Occident. Et on a beaucoup de facsimilés de Hokusai, de la vague de Hokusai maintenant dans les collections occidentales. Le British Museum l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, a fait tout un programme d'études des œuvres de la fin de carrière de Hokusai et tout ce qui a trait au facsimilé de la vague de Hokusai. Le résultat de ces recherches est disponible en PDF gratuitement et il y a aussi toute une vidéo de 15 minutes, je vous donnerai des liens plus tard si ça vous intéresse, d'une des conservatrices qui, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais a comparé toutes les versions différentes de la vague de Hokusai que l'on conserve, on en conserve des centaines, pour retracer les différentes étapes et essayer de comprendre quelle est l'impression la plus proche de l'original que l'on conserve aujourd'hui par rapport à tous les facsimilés que l'on a eus par la suite. Et en fait, en Occident, on a énormément de facsimilés. Pas forcément des fausses estampes, mais des reproductions tardives, au besoin en regravant des planches quand elles étaient trop abîmées, pour répondre à un véritable engouement occidental qu'on a eu autour des estampes. Et pourquoi la vague plus particulièrement aurait plu que d'autres compositions, là, je pense qu'on peut revenir sur les raisons qui sont apportées à l'engouement autour de l'art japonais, notamment quand on lit les peintres impressionnistes, Van Gogh, etc., qui ont eu ce goût pour l'art japonais, ou Degas, par exemple. Ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui a impressionné, c'est la gestion du motif, notamment. Le fait qu'au Japon, on n'a pas de composition centrée sur le motif, comme en Occident. En Occident, on cadre, hein, on a véritablement ce goût pour le cadrage qui fait que toi et moi, on est bien au milieu de notre écran, là, à l'heure actuelle. Eh bien, dans les estampes, et notamment les estampes de Hiroshige ou de Hokusai de paysage, de vue de paysage, on a parfois le motif principal qui est coupé. On ne voit pas l'intégralité du motif, ou qui est décalé d'un côté, qui est décalé de l'autre, ou qui, au premier plan, on a la roue d'un chariot qui coupe le motif en deux, ce genre de choses qui décentre le regard. Et en fait, la vague de Kanagawa, de Hokusai, finalement, ce que l'on voit, c'est la vague, c'est le bateau emporté dans cette vague, mais on est dans une série sur le mont Fuji. Ce qui est important, ce qui est censé être représenté, c'est le mont Fuji, mais qui est ici tout petit, au fond de la vague. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez atypique pour les amateurs occidentaux dans cette seconde moitié du 19e siècle. Alors, tu nous disais il y a quelques instants qu'en Occident, on avait beaucoup de facsimilés, etc. On a une question dans le chat qui est intéressant. Comment est-ce qu'on considère qu'une estampe, elle est originale, puisque c'est une impression? Déjà, je vais reprendre les termes de Asano Shugo, donc un spécialiste de cette question-là, qui part du principe que, bon, déjà, on a énormément d'estampes, on ne sait pas encore quantifier le nombre d'estampes conservées dans le monde. On redécouvre des collections régulièrement, hein. Celle de Belfort en fait partie, elle était passée complètement en dessous des radars jusqu'à ce moment-là. Bon, c'est une toute petite collection, une centaine d'estampes, elles ne sont pas forcément de première offre, de première qualité, mais pour ceux qui voudraient aller à l'exposition en automne, ça permettra justement de voir des faux, des facsimilés de mauvaise qualité. Donc, c'est très représentatif de ce que l'on pouvait acheter en France en termes de qualité d'estampes. Donc, on a une quantité très importante d'estampes qui n'est que la face cachée de l'iceberg de tout ce qui a été produit au Japon à cette époque-là. On a eu énormément de pertes. Ce qu'il faut savoir, et là, on est complètement à rebours de ce qui se fait en Occident. Pour revenir sur la technologie et la manière de conserver les choses, en Occident, ce qui prend du temps, c'est de composer la page, puisque c'est caractère par caractère, et après, on va imprimer l'image dans un second temps s'il y a image. Du coup, les éditeurs en Occident, lors du premier tirage, produisaient énormément de livres et conservaient le livre. C'est la conservation du livre qui faisait les droits de réédition future, puisqu'il fallait éviter de devoir réimprimer le livre, puisqu'il faudrait recomposer la page et ça ne se fait pas exactement à l'identique. Au Japon, en fait,
comme on est sur des régimes de planches, c'est surtout la conservation des planches qui est importante. Et à l'heure actuelle, on a toujours des éditeurs qui conservent des planches et qui les réutilisent au besoin pour des facsimilés, justement, ces planches de l'époque Edo. Donc, c'est la conservation de la planche qui fait les droits de l'éditeur. D'où le fait qu'on lui rend à chaque fois, quand j'ai décrit le processus, le voyage des planches est très, très important. Mais du coup, il est assez facile de ressortir les planches et de refaire une impression si le tirage est épuisé. Donc, en fait, le nombre de tirages, et notamment de premiers tirages, est beaucoup moins important que ce qu'on a fait en Occident. Et la nécessité de conserver les livres ou les estampes, elle est aussi beaucoup moins importante, puisqu'on peut reproduire assez facilement. Donc, cela pour dire que malgré le nombre très impressionnant d'estampes que l'on conserve aujourd'hui, selon donc ce chercheur Asano Shugo, et j'ai trouvé ça très, très fort, sa manière de le dire, c'est qu'à partir du moment où on conserve plus de 2 estampes identiques, une des deux est forcément une reproduction tardive, voire les deux sont des reproductions tardives. C'est très très rare de conserver à l'heure actuelle les premiers tirages. Parce que c'est fragile, parce qu'on en a fait très peu, donc c'est plutôt rare de conserver les premiers tirages. Après, la manière de distinguer les différents tirages, ça va être de comparer estampe par estampe. Donc on va rarement avoir le premier tirage, mais on pourra essayer, notamment avec la vague de Kanagawa, de se rapprocher de ce que pouvait être le premier tirage. Et ça se fera en regardant les détails de l'impression pour voir la qualité de l'impression. Au fur et à mesure des passages du tampon que l'on utilise pour frotter, la finesse de la gravure de la planche va s'estomper, va s'émousser. Donc, on va avoir des traits de contour qui vont être de plus en plus larges, de moins en moins précis, une couleur qui va déborder également des traits de contour. On va avoir des détails qui vont disparaître au fur et à mesure parce qu'ils étaient gravés. C'était pour avoir des dégradés, on va jouer aussi sur la profondeur de la gravure et du coup des détails au fur et à mesure, le relief va tellement s'estomper que le détail ne sera plus apparent sur les impressions futures. Donc c'est grâce à ce genre d'indice, mais c'est un travail de comparaison de longue haleine. Donc là, je vous invite pour ceux qui sont intéressés, à aller voir cette vidéo du British Museum. C'est vraiment un travail de très longue haleine pour non pas essayer de retrouver l'original, l'original, il n'y a pas d'original en estampe, mais retrouver ce qui se rapprocherait le plus du premier tirage. Ça, normalement, on va rarement dire que c'est un premier tirage, même si on a des indices, puisque c'est tellement rare que c'est presque improbable. Maintenant, au niveau du marché de l'art, la vague de Kanagawa, premier tirage ou proche du premier tirage, c'est une œuvre qui atteint des plafonds en termes de prix sur le marché de l'art. Donc, il faut aussi se rendre compte que parfois, en fonction du contexte dans lequel on vous montre telle ou telle estampe, ça peut être intéressant de dire que c'est un premier tirage pour des raisons purement économiques. Mais dans un contexte de musée, ça sera rarement le cas. On ne s'avancera que très rarement sur le fait qu'on est véritablement face à un premier tirage. En tout cas, tes explications, là, ça me fait dire quelque chose, c'est que, en fait, dans le cadre de ces impressions japonaises, faut pas perdre ne serait-ce qu'une tablette, quoi. Non, on ne les perd pas. Après, c'est toujours possible de les regraver. Ouais. C'est toujours possible de les regraver. Et ce qui est très intéressant, de nouveau, si on repart sur Hokusai, la fameuse manga de Hokusai. La fameuse manga de Hokusai, le projet de base, c'est un volume et qui est considéré comme périlleux d'un point de vue économique, puisqu'il y a eu une multitude d'éditeurs qui se sont associés pour produire cette manga de Hokusai. Et ça a eu son succès, et du coup, on a commandé de nouveaux volumes à Hokusai. Et quand on suit le processus, donc à l'heure actuelle, on a 15 volumes de Hokusai,
de la manga de Hokusai. Sur ces 15 volumes, donc il y a le premier qui était véritablement celui qui était pensé pour, et 12 autres qui ont été faits du vivant de Hokusai. Et il y en a 2 qui ont été faits post-mortem, sur lesquels je reviendrai après. Et donc cette manga de Hokusai, au fur et à mesure de la popularité de Hokusai, on est déjà sur la fin de sa carrière quand il propose la manga de Hokusai, on voit un éditeur qui commence à racheter, cet éditeur, son fils et son petit-fils vont racheter les planches qui appartiennent aux autres éditeurs pour se créer un monopole sur les illustrations imprimées de Hokusai. Donc, ils vont se créer ce monopole. Ça va jusqu'à aussi reprendre, Hokusai avait des élèves qui parfois avaient un style très proche de Hokusai lui-même. Donc, on va reprendre aussi des livres de motifs qui ont été produits par des élèves de Hokusai. Cet éditeur-là va faire ça, va gommer une partie du titre pour rajouter Hokusai dans le titre. Donc, en fait, par exemple, on a Rokun Manga. Rokun, c'est un des disciples de Hokusai. Eh bien, entre les années 1840 et 1870, quand on réimprime ce Rokun Manga sur le titre et aux endroits où apparaît ce titre, on efface la gravure de Rokun pour regraver Hokusai à la place. Donc, on a fait des complets faux mangas de Hokusai parce que Hokusai faisait vendre et qu'il y avait une véritable demande. Et les 2 volumes post-mortem de Hokusai, qu'est-ce que c'est en fait quand on regarde? Alors, dans la préface, l'éditeur dit que c'était la volonté de Hokusai de faire ces derniers volumes, qu'il n'a pas eu le temps, mais que de manière très opportune, non, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais par miracle, on a retrouvé des dessins inédits de Hokusai dans un grenier, etc. Et comme par hasard, le dernier volume, c'est exactement au même moment que les expositions universelles. Mais en fait, les 3/4 de ces dessins inédits retrouvés par la Providence, ce sont des détails d'autres livres illustrés de Hokusai que l'éditeur a regravés, ou dont il a gardé qu'une partie et pas toute la page, pour recomposer des nouvelles pages. Donc on est on est proche d'une activité frauduleuse. Mais bon, les droits d'auteur... Oh, mais on fait pareil aujourd'hui, on va pas... Et donc tout cela pour montrer aussi que forcément tout commerce apporte aussi son lot de fraude, son lot d'appétit commercial, et que de tout cela, donc ces facsimilés faits avec de bonnes intentions ou avec de mauvaises intentions, ces fausses mangas de Hokusai, etc., eh bien c'est ce qu'ont acheté les Occidentaux et c'est ce qu'on retrouve dans les collections occidentales. À Belfort, on a une fausse manga de Hokusai. On va en reparler justement de l'attrait des Occidentaux pour l'art japonais, mais avant ça, je voulais te poser une question justement. Est-ce qu'il y a certaines thématiques qui reviennent plus dans les illustrations que d'autres, au même titre que les textes dont on parlait tout à l'heure? Alors, au niveau des estampes donc sur feuille à part, les premières thématiques et celles qui vont rester les plus importantes, c'est les représentations d'acteurs de kabuki et les représentations de beauté. Dans les beautés, ça peut être des courtisanes, mais ça peut être aussi des serveuses d'établissements de thé, etc. Ça, ce sont les 2 plus grandes thématiques. Dans un 3e temps, plutôt à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on va retrouver une thématique guerrière. Alors, il faut savoir que les livres illustrés avec des guerriers à l'intérieur, c'est des Hishikawa Moronobu. Mais les guerriers sur feuille à part, vendus sur feuille à part en dehors de tout contexte littéraire, ça mettra un peu plus de temps à pénétrer le marché. C'est plutôt seconde moitié du XVIIIe siècle et surtout, ça va être un des fonds de commerce de Utagawa Kuniyoshi au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle. Première moitié du XIXe siècle, c'est aussi l'apparition de la thématique du paysage, qui bien sûr, on a des exemples antérieurs, mais finalement, les 2 plus grands artistes du paysage, là où on a une production la plus pléthorique de paysages, c'est Hokusai et Hiroshige, donc début de première moitié du XIXe siècle. Et en importance, donc première importance, les acteurs et les beautés à part égale, les guerriers, le paysage et tout à la fin, ce qu'on appelle la thématique des fleurs et oiseaux,
qui est le plus tardif et produit en plus petite quantité. Mais là où notre regard en tant qu'occidentaux peut être trompeur, c'est que les fleurs et oiseaux, ça a énormément plu en Occident. Et donc, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, certains illustrateurs ne vont produire que ça, on va réutiliser à nouveau d'anciennes planches, etc. Et donc, si on regarde l'art japonais par l'angle des collections occidentales, on a l'impression que c'est une thématique absolument extraordinaire et importante dans l'estampe au Japon, alors que c'est la 4e, voire 5e catégorie en termes d'importance, en termes d'ancienneté dans l'estampe japonaise, en fait. Et alors, ces illustrations, est-ce qu'on avait Alors, tu le disais tout à l'heure, quand on est issu d'une famille noble, on peut se permettre d'aborder certains thèmes, d'être un peu plus libre dans ses créations. Est-ce qu'il y avait une censure qui était à l'œuvre vis-à-vis de ces illustrations? Oui, donc les premières lois de censure, c'est à partir de 1722. Ça va concerner les livres et les estampes. Donc, grosso modo, à partir de 1722, l'éditeur devra apposer son sceau ou son nom sur ce qu'il vend. Et quand il y a auteur et illustrateur aussi. Donc ça, c'est pour favoriser aussi l'autocensure. Donc, puisqu'ils doivent être nommés, donc s'il y a un problème avec le contenu, ils vont pouvoir être ciblés. D'ailleurs, on voit apparaître à partir de cette époque-là, alors là, c'est plus le propre des estampes, les livres et les estampes passent par un censeur. Et sur les estampes, on voit un sceau de censure. Donc certaines sont mises sur le marché sans passer par la censure, mais ça peut poser des problèmes. Et en tout cas, quand on a le sceau de censure, c'est que l'estampe a été considérée comme valable et correcte. Certaines thématiques vont faire l'objet d'une attention plus particulière de la censure, notamment la représentation des guerriers. Donc, tout guerrier ayant vécu après 1573 est c'est théoriquement impossible de représenter un guerrier ayant vécu après 1573, c'est-à-dire étant contemporain de la venue au pouvoir progressive des Tokugawa. Parce qu'on ne veut pas glorifier le guerrier, c'est ça? En fait, 1573, c'est la montée en puissance de Oda Nobunaga, auquel va succéder Toyotomi Hideyoshi et auquel va succéder Tokugawa Ieyasu. Du coup, comme Tokugawa Ieyasu a quand même pris le pouvoir suite à une énorme trahison de la parole donnée sur son lit de mort à Toyotomi Hideyoshi, représenter ces guerriers dans ce contexte historique, ça pourrait contenir de manière latente une critique du pouvoir ou de la manière dont le pouvoir des Tokugawa s'est mis en place. Donc, par mesure de précaution, c'est toute cette période et aussi la période contemporaine des Tokugawa qui est interdite de représentation. Après, cette mesure-là, elle n'a pas été appliquée de manière littérale tout le temps. Et il y a toujours eu des mesures de contournement. Par exemple, l'affaire des 47 Lonines. Théoriquement, on ne peut pas la représenter puisque c'est une affaire du début du XVIIIe siècle, contemporaine des Tokugawa. Tout ce qui est contemporain et qui est un sujet de société n'est pas représentable. Mais ce que vont faire les auteurs de théâtre pour représenter l'affaire sur les planches et les illustrateurs, c'est de situer cette action-là dans un espèce de 13e, 14e siècle. Et comme ça, on est en dehors de la période concernée. N'importe qui voit l'histoire reconnaît l'histoire des 47 Lonines, même si les noms ont été changés. Donc, on peut se douter que ni le pouvoir ni la censure n'étaient dupes. Mais c'est passé. Donc, il y a une espèce de jeu un peu de chat et de la souris et il faut pas prendre les censeurs pour plus idiots qu'ils ne l'étaient. À certains moments, et c'est là où on voit que le régime est en train de perdre en puissance parce qu'il se raidit justement sur ces affaires de censure, notamment à partir du 19e siècle, ces thématiques-là passent beaucoup moins. Par exemple, on a Utamaro qui a produit des séries sur Toyotomi Hideyoshi
et qui a été emprisonné parce qu'il n'avait pas respecté la censure, puisqu'il avait représenté Toyotomi Hideyoshi. Dans le livre, je parle d'une composition qui représente un guerrier mythique de Heian, accompagné d'une araignée, l'araignée de terre, qui est une composition de Kuniyoshi, qui a posé problème à la censure parce que les origines fantasmés de Tokugawa, ce sont les Minamoto. C'est un guerrier Minamoto qui est représenté, donc il y a un lien avec les Tokugawa. Cette illustration-là, on ne sait pas vraiment quelles étaient les intentions de Kuniyoshi ou de son éditeur, mais elle a été reçue par le public comme une critique du gouvernement, parce qu'il y a plein de petits démons qui pourraient avoir les traits ou auxquels on a relié un membre du gouvernement qui était particulièrement haï dans ces années 1830, parce qu'on est suite à des réformes très sévères, à la fois économiques, à la fois sociétales, qui ont porté un coup majeur à certaines franges de la population. Donc le gouvernement était impopulaire, et ce gouvernement impopulaire, on a voulu les voir représentés dans la myriade de petits démons qui entourent l'araignée. Bon, l'estampe a été enlevée de la circulation, donc l'éditeur et Kuniyoshi n'ont pas eu de problème vis-à-vis de la censure, parce qu'ils ont fait amende honorable. Par contre, tous les autres éditeurs et illustrateurs qui avaient voulu surfer sur le succès de cette estampe-là en proposant des compositions extrêmement similaires, eux ont été emprisonnés ou ont dû payer des amendes. Donc, dans les années 1830, la censure est est beaucoup plus frileuse, beaucoup plus rigide, parce que ça correspond à une période de délitement progressif du pouvoir et qui aboutit à la fin du régime Edo en 1868. Donc aussi, pour ces réformes-là, pour les thématiques interdites, à partir du 1830, le kabuki et les courtisanes sont théoriquement très surveillés au niveau de leur représentation, parce que ce sont des sujets considérés comme licencieux, et on va aussi légiférer sur le nombre de couleurs que l'on peut mettre sur une estampe. Alors, on le voit sur des périodes comme la prohibition aux États-Unis, quand on interdit aux gens de vendre de la picole, il y a un marché parallèle qui se développe. Est-ce que c'était la même chose à cette époque avec les illustrations ? C'était la même chose. Alors, c'était exactement la même chose, sauf qu'on les conserve vraiment, on en conserve très peu, parce que comme ça circulait sous le manteau, ça devait être beaucoup moins cher. Donc, le papier, l'encre, tout était de très mauvaise qualité, donc on en conserve très très peu. Ce qui est le plus connu dans ce marché parallèle, alors il y avait deux choses. Dans le marché parallèle qui ne passait pas du tout par la censure, il y avait ce qui devait être produit très rapidement à but d'information. Et donc notamment, on a sur ce qu'on conserve, on a des espèces de cartes des incendies. Quand il y a avec les tremblements de terre au Japon, il y a des incendies, c'était vital d'informer rapidement les gens des zones touchées par les incendies, s'ils avaient des proches ou ce genre de choses. Donc, on a des espèces de cartes des cartes d'incendie, des cartes aussi de glissement de terrain, des cartes quand il y a trop, enfin, j'oublie mes mots, je suis désolée, mais quand il y avait des barrages qui cédaient, ce genre de choses, donc vraiment des cartes des catastrophes, voilà, c'était le terme que je cherchais. Et donc ça, il fallait le produire rapidement, donc c'était en dehors du réseau de censure, mais du coup, si ça ne plaisait pas au régime, ça pouvait être sujet à amende très rapidement. Dans ce qui est aussi connu de ce réseau parallèle, ce sont ce qu'on appelle les namazue, les images de poissons-chats. Donc c'est toujours lié au séisme, puisqu'on attribue les séismes seraient le résultat des mouvements d'un poisson-chat sous le Japon. Ça c'est un peu dans l'imagerie populaire. Mais du coup, quand il y avait des grosses catastrophes liées au séisme, on produisait ce type d'image qui servait de défouloir à la population. Donc on voit des poissons-chats se faire battre par tous les gens qui ont perdu leur maison suite au séisme. Pourquoi ces images sont aussi interdites ? Parce que généralement le régime est critiqué quand il n'arrive pas à gérer les catastrophes, ou en tout cas gérer le riz d'urgence, les abris d'urgence des gens qui ont été touchés par les catastrophes. Et donc des fois, ce n'est plus vraiment un poisson-chat qui est représenté en train de se faire battre à plat de couture, mais ce sont des membres du gouvernement. Donc ça fait partie de toutes ces imageries
non permises par le régime. Et c'est un peu dans ces feuilles qui circulaient sous le manteau que l'on voit finalement poindre ce qui se rapproche du début d'une opinion publique, en fait, de l'émergence d'une opinion publique au Japon. Bon, alors, notre entretien, il est passionnant et du coup, j'ai vraiment envie de continuer avec plein de questions, mais il nous reste environ une dizaine de minutes avant de passer aux recommandations de bouquins que tu pourrais nous faire pour que les gens aillent un peu plus loin. Et on n'a pas vraiment encore parlé de l'attrait des Occidentaux pour l'art japonais. Alors, on a des collectionneurs occidentaux qui sont beaucoup intéressés à cet artisanat japonais à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On peut l'expliquer déjà parce que le Japon, du XVIIe au au milieu du XIXe siècle, avait une politique très restrictive en matière de circulation et de contact avec l'Occident. Donc les seuls qui pouvaient commercer avec le Japon à partir de 1639 jusqu'en 1854, c'était les Hollandais. Donc tous les arts japonais passaient au travers de la Compagnie des Indes hollandaise et c'était essentiellement de la porcelaine et des lacs. Tout ce qui était plus populaire, considéré comme moins prestigieux, moins luxueux, n'était pas proposé aux Hollandais pour l'exportation. Donc, c'est véritablement quand des Occidentaux ont pu se déplacer plus librement au Japon qu'ils ont découvert notamment les estampes qui étaient dans l'art populaire, considérés comme l'art populaire, et que ils ont eu un autre contact en fait avec ce qui était vu comme l'art japonais. Grosso modo, à quelques exceptions près, avant 1854, l'art japonais, c'était pour un occidental, c'était la porcelaine et le lac. Absolument pas, très peu la peinture et absolument pas les estampes. Il y a une histoire qui circule assez largement, qui est de dire que on a connu les estampes en Occident parce que les estampes étaient jetées après consommation au Japon et donc les estampes servaient aussi de papier d'emballage pour emballer des céramiques, des lacs qu'on envoyait en Occident ou pour les expositions universelles. C'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de ces estampes, et c'est pour ça qu'on conserve aussi rarement les premiers tirages, c'était du consommable. Donc, quand elles étaient abîmées, on les jetait. Quand l'acteur représenté n'était plus populaire, bon, comme nos posters de stars hollywoodiennes actuelles, on les décrochait, etc. Et ça a pu être aussi un moyen pour les Occidentaux d'avoir un accès rapide à ces estampes. Mais là, encore une fois, c'est toujours faire de l'occidental l'espèce de découvreur d'un bar qui était inconnu des gens. En fait, l'estampe au Japon, il y a tout un réseau que l'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui est l'estampe de luxe. Il va y avoir des estampes de luxe, cette fois-ci supportées par des mécènes, et qui sont des estampes qui sont conservées précieusement, donc ce qui montrait déjà que certaines parties de la population avaient un autre intérêt sur les estampes et considéraient les estampes en tant qu'art également. Et il y a tout ce que l'on a dit sur Hokusai. Quand on fait des faux ou quand un éditeur essaye d'avoir le monopole sur Hokusai, c'est bien que déjà dans le marché intérieur, il y a un engouement sur Hokusai. Donc, on n'a pas attendu les Occidentaux pour découvrir Hokusai ou pour découvrir d'autres illustrateurs. Les illustrateurs se faisaient un nom dans le livre. Une fois qu'ils avaient un nom grâce au livre illustré, on pouvait leur proposer des illustrations autonomes. Ça, c'est le CV un peu classique de l'illustrateur. Et parce que les illustrations autonomes sont plus chères, donc l'éditeur voulait s'assurer d'abord que l'illustrateur était vendable, qu'il pourrait se faire des rentrées d'argent. Et via ces illustrations autonomes, un illustrateur peut après espérer qu'un mécène, shogun, daimyo, etc., lui commande des peintures. Le but ultime, c'est quand même de faire des peintures. C'est ça l'art le plus prestigieux, en fait. Donc ça, c'est le CV classique. Un illustrateur, livre illustré, puis estampe, puis peinture, avec cette fois-ci un mécène, un patron, et non plus un art de marché populaire. Et donc ça, le fait qu'on ait demandé des peintures à des illustrateurs, ça montre aussi l'engouement, le goût et donc l'intérêt que l'on porte à ces estampes, qui ne sont pas juste des choses que l'on jette. Donc il faut nuancer ce discours un peu de l'estampe qui est considérée en tant qu'art qu'à partir du moment où les Occidentaux s'y intéressent. Maintenant, effectivement, les recherches les plus fournies sur les estampes et sur les illustrateurs des estampes, ça a été les frères Goncourt, Louis Gonze, donc
tous ces Français qui ont fondé le japonisme en France. Et ensuite, il y a eu des recherches aussi au Japon, mais autour de l'engouement autour de ces œuvres-là et la manière de considérer ces œuvres-là, voilà, ça n'est pas uniquement que les Occidentaux qui s'y intéressaient au titre d'œuvres d'art. Il y avait déjà un goût, un marché et un intérêt au Japon pour ces illustrateurs et pour ces livres et ces estampes illustrées. Alors, justement, tout à l'heure, tu nous disais que les Occidentaux, on avait un regard un peu biaisé sur les thématiques abordées parce que, justement, on était très friands, c'était des fleurs et des oiseaux, c'est ça, hein? Beaucoup de paysages aussi. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, au Japon, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un business là avec l'Occident, est-ce qu'on ferait pas des trucs un peu calibrés pour eux? Est-ce qu'il n'y avait pas des trucs vraiment dédiés à l'exportation, quoi? Ah, tout à fait, tout à fait. Bah, déjà, tout ce qui était produit pour les expositions universelles, c'était vraiment avec le marché occidental en tête. Et un artiste comme Watanabe Setei a fait une quantité de fleurs et oiseaux, alors des estampes qui sont absolument merveilleuses, magnifiques, mais qui sont calibrées pour le marché occidental. On a un certain nombre des artistes qui ont été archi célèbres. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins étudiés, mais qui font une production très calibrée de thématiques et de types de compositions qui vont plaire au public occidental. On n'a pas le temps d'explorer à fond cet attrait des Occidentaux pour l'art japonais. Et honnêtement, je crois qu'il y aurait vraiment un live entier à faire dessus. Mais du coup, pendant le pré-entretien, tu nous disais que il y a certaines estampes qui ont pu servir d'inspiration à certains mangas, notamment Dragon Ball. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu là-dessus? Alors, c'est moins des estampes que des livres, en fait. Dragon Ball, mon personnage principal, c'est Son Goku. Son Goku, c'est un personnage d'un roman chinois feuilleton qui est La Pérégrination vers l'Ouest. Et La Pérégrination vers l'Ouest va être traduite au Japon. Donc, c'est un roman du 15e, 16e siècle en Chine qui va être traduite au Japon au 18e, fin 18e, début 19e siècle. Et donc, ce sont les premières traductions illustrées au Japon avec ce personnage, ce roi singe Son Goku. Et alors, on ne peut pas faire de lien direct entre les illustrations de l'époque Edo et les mangas que l'on connaît à l'heure actuelle. Néanmoins, le schéma narratif et le personnage de même de Son Goku tel qu'on le voit dans le Dragon Ball est un héritier et une retraduction de ce roman-là. Même chose avec un autre roman chinois qui a été archi célèbre au Japon, c'est Au bord de l'eau. En japonais, ça se dit Suikoden. Et je pense que si je dis Suikoden, s'il y a des amateurs ici aussi de jeux vidéo, le nombre de jeux vidéo où il y a ce nom de Suikoden est assez important. Donc, on a ainsi des fresques épiques qui datent de l'époque Edo, via la Chine ou via le Japon et qui inondent encore la culture populaire contemporaine. Alors pour finir cet entretien, est-ce que tu aurais des conseils bibliographiques, éventuellement des documentaires, n'importe quoi à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir plus sur cette thématique du jour? Pour ceux qui voudraient creuser sur juste déjà le livre xylographique japonais, il y a eu en début de cette année 2024 un petit ouvrage publié au Collège de France qui s'appelle Introduction au livre xylographique japonais illustré par les collections de la bibliothèque du musée Guimet. Donc c'est de mémoire une centaine de pages, ça se lit très très bien. Donc c'est de Hasegawa Sooken Masako et de Florence Pascal en 2024. Après, on a cet ouvrage-là qui est un peu plus ancien. Peut-être que je vous enverrai une bibliographie pour toutes les références. Oui, on mettra ça en description. Ouais. Du pinceau à la typographie, c'est un ouvrage collectif, mais qui a déjà une quinzaine d'années, mais qui revient justement sur cette transmission aussi du bout manuscrit jusque dans la xylogravure, etc. Ensuite, on va passer à l'anglais. En fait, on n'a quand même pas beaucoup de choses écrites en français sur le sujet, donc on arrive assez facilement à l'anglais, avec Manga from the Floating World, qui est un ouvrage justement sur la littérature populaire illustrée du 18e, 19e siècle, et Understanding Japanese Woodblock Printing Illustrating Books. Donc là, on est aussi sur un petit fascicule plutôt pour comprendre comment on décrit un livre, aussi avec
On a des études de cas, justement, pour ceux qui se demandent comment on distingue les différents types d'impressions, comment on distingue premier tirage, tirage supérieur, autre tirage, etc. Ce livre-là, donc de Suzuki Jung et Lee Stilios, est très important là-dessus. Et après, j'aimerais faire des recommandations plus générales sur l'histoire de l'art japonais, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a fait un sujet un peu mixte entre histoire des techniques, histoire littéraire et histoire de l'art. Alors, ma bibliothèque derrière. En français déjà, si vous vous intéressez à l'estampe, il y a Ukiyo-e, c'est aux éditions Phaidon, de Giancarlo Galza. En fait, lui, c'est le responsable de l'ensemble, mais cet ouvrage, pour moi, il est très intéressant parce que ce sont en fait des spécialistes japonais qui ont été traduits. Donc, on a vraiment l'état de la recherche japonais sur le sujet. Et le catalogue de l'exposition Hokusai du Grand Palais de 2014, qui est très épais, mais absolument très important si vous voulez creuser la question justement de Hokusai. Et à cela, je rajoute donc... On voit que tu as du mal à le soulever tellement il est imposant le truc. Ah oui, oui, on a déménagé récemment et mon mari m'a détesté à cause de ma bibliothèque. Il fait 400 pages. Il fait 400 pages. Et donc, en PDF, que vous trouverez facilement sur le site du British Museum, il y a Hokusai Late Days, donc qui est cette somme de la recherche faite en Angleterre et au Japon sur la fin de la carrière de Hokusai et tout ce qui a trait aux fausses peintures de Hokusai, aux facsimilés autour de Hokusai, et donc tout cet aspect-là, la fausse manga de Hokusai, etc. Et également en anglais, une somme où vous retrouvez notamment des choses justement sur Ogata Collin et sa boutique de textile, c'est The Artist in Edo. Je n'ai plus la date en tête, mais si vous voulez avoir un panorama un peu plus large, justement, de la production artistique à l'époque Edo. Vous avez aussi Christophe Marquet, qui a publié un petit ouvrage et un plus gros ouvrage sur les éventails de Hiroshige. Donc moi, là, je n'ai que le petit ouvrage, donc Hiroshige et l'éventail, voyage dans le Japon du 19e siècle. Donc, c'était une exposition temporaire du musée Guimet, mais en fait, il a fait des recherches sur l'intégralité d'une collection privée d'estampes à Paris. Et donc, la somme de ces recherches, ça sera plutôt édité, ça a été édité en 2022 aux éditions Infine, éditions d'art. Donc, c'est un plus gros volume, absolument magnifique. Vous avez aussi Paravent japonais par la brèche des nuages aux éditions Masno 2022 avec de nombreux spécialistes qui ont travaillé sur la question. Et le plus important, quand on s'intéresse à l'art japonais, on ne peut pas passer à côté du Dilugenji, qui est, comme je vous ai dit, comparé véritablement qui a la même importance en art japonais que la Bible pour l'art occidental. Alors, vous avez chez Diane du Cillier, ça a été réédité récemment, c'est le Dilugenji, une traduction intégrale, avec des exemples de la peinture japonaise à l'intérieur. Donc, c'est commenté par Estelle Bauer. Je vous montre un peu l'intérieur. Donc, les éditions Diane de Cillier, c'est des éditions un peu de luxe. Mais voilà, si vous avez les moyens de vous faire plaisir et que vous êtes curieux, soit en l'empruntant en bibliothèque, soit en vous le faisant offrir, mais en tout cas, c'est vraiment un monument de l'art japonais. Donc, le Dilugenji par Estelle Bauer aux éditions Diane du Cillier. Et je terminerai, avant de passer aux ressources en ligne, le Metropolitan Museum laisse ses catalogues d'expositions épuisés en accès libre et gratuit en PDF sur Internet. Et c'est extrêmement précieux, je vous recommande à tous mes étudiants. Et quand on parle de catalogue épuisé, c'est pas que des vieilleries des années 50-60, notamment par exemple, il y a 2-3 ans, il y a eu l'exposition The Tale of Genji, Japanese Classic Illuminated, donc un catalogue qui est absolument magnifique et qui est maintenant complètement accessible en PDF et en couleur sur Internet. Vous trouverez des choses sur la céramique, vous retrouverez des choses aussi sur les sabres, les gardes de sabres, les armures.
Donc là également, le site du Metropolitan Museum est très, très, très intéressant pour les sources auxquelles on a accès. Ah, merci pour le bon plan en tout cas. Et sinon, pour les ressources en ligne, vous avez, alors je sais que vous l'avez interviewé, la chaîne Truelle la vie. Oui, très très bien. Donc ça, je la recommande à 200%. Et après, vous avez les chaînes de musées comme la chaîne YouTube du Musée of Fine Arts de Boston, qui est une collection japonaise pléthorique et qui fait des vidéos extrêmement intéressantes sur le sujet. Et vous avez aussi la chaîne du musée Victoria and Albert Museum à Londres, dont l'activité sur YouTube est assez intéressante. Et je sors du cadre de l'histoire de l'art pour vous parler plus largement de la recherche sur le Japon en France. Donc, on a la Société française d'études japonaises, la SFEJ, qui tient un carnet. Donc, c'est le carnet de la SFEJ. Vous y retrouverez des articles, des comptes rendus, des bibliographies, des podcasts de différents chercheurs. Donc, récemment, c'était sur la poésie antique, mais il y a aussi le statut de la femme au Japon, enfin, des sujets extrêmement variés, des bibliographies sur des thèmes extrêmement variés. Donc, si vous voulez regarder un peu ce qui se fait en termes de recherche sur le Japon en France, toute époque et toute discipline confondue, c'est une excellente porte d'entrée. Et également, tous les actes des colloques de la SFEJ sont progressivement numérisés et accessibles gratuitement en ligne. Petit aparté sur Truelle la vie qu'on vient de citer et qui du coup a une chaîne YouTube du même nom. En fait, la personne derrière Truelle la vie, c'est Linda Gileso et nous l'avions reçue dans cette émission en 2023 pour parler d'archéologie du Japon, d'archéologie funéraire aussi. Donc je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à aller revoir ce replay sur YouTube ou en podcast parce que c'était hyper intéressant. Voilà. Oui. Écoute, en tout cas, merci à toi pour cet entretien, pour ton temps aujourd'hui. C'était passionnant. Je crois que le chat est unanime aussi, vu toutes les questions qu'on a eues et que je n'ai pas eu le temps de te poser. Ça peut toujours être posé dans un second temps, hein, si le temps nous est compté aujourd'hui. Est-ce que je peux terminer par un instant de autopromotion ? Mais vas-y, fais-toi plaisir. Bon, je l'ai déjà un peu fait avec le carnet de la SFEJ, mais donc vous avez la pérégrination vers l'Ouest, donc un ouvrage collectif auquel j'ai participé qui va être édité prochainement. Donc c'est justement ces illustrations de l'ancêtre de Dragon Ball, hein, si on peut. Vous verrez que l'histoire est quand même très différente, mais on y retrouve les personnages centraux de Dragon Ball. Donc avec Christophe Marquet aux commandes, qui est un des grands spécialistes de l'édition, de l'histoire de l'édition et de l'imprimé au Japon. Moi et ma collègue Evelyne Le Signodoli en traduction et en commentaire d'image. Evelyne Le Signodoli, c'est ma collègue au département d'études japonaises de Strasbourg et qui est spécialiste de littérature classique. Donc, il y en a encore sur le marché, mais au cas où il serait en rupture de stock, il va être réédité prochainement. Donc, comme vous l'avez dit, je participe à une exposition donc à Belfort. Alors, c'est une petite exposition. La conservatrice avait peur que la publicité soit trop pléthorique et que les gens soient déçus en arrivant. On est sur une collection d'une centaine d'une centaine d'estampes. C'est une collection qu'on a redécouverte récemment, mais il n'y a pas d'œuvre de premier plan en termes d'art japonais, mais ça permet de voir ce que pouvait être une collection d'un artiste pas spécialement plus intéressé que ça par l'art japonais, mais quand même un petit peu curieux, un petit peu ouvert. Donc, qu'est-ce qui était accessible à ce moment-là ? Et une thématique qui est peu souvent abordée, à mon sens, dans les musées et que la conservatrice a accepté d'aborder, et je lui en suis très reconnaissante, c'est justement de parler de facsimilés, de faux, de choses un petit peu frauduleuses et qu'on retrouve dans les collections, mais généralement, c'est un peu plus compliqué dans un musée d'exposer ces faux. On va faire pour les Strasbourgeois ou les Alsaciens, donc avec ma collègue justement Evelyne Le Signodoli. Strasbourg est capitale mondiale du livre UNESCO
de 2024 à 2025. Et donc, on a proposé des choses autour de l'histoire du livre japonais, bien évidemment. Donc, dans ce cadre-là, on fait une conférence à la Bibliothèque humaniste de Sélestat le 9 novembre pour les gens qui seraient intéressés sur place. Et en mars, du 28 février au 23 mars 2025, il y aura une exposition sur le livre japonais avec les pièces qui viennent du Japon dans le bâtiment Studium de l'Université de Strasbourg. On aura des rouleaux manuscrits, on aura des livres imprimés, notamment ces fameux premiers livres à caractère mobile. Donc, si vous avez l'occasion et que vous êtes curieux, restez attentifs aux annonces faites sur le site du département d'études japonaises de Strasbourg. Et donc, j'espère que certains d'entre vous pourront être présents pour cette exposition-là. Et dernière auto-promo au carré, puisque là on est tous les deux concernés, eh bien je vous rappelle que on a ce livre des samouraïs que j'ai eu la chance de diriger. Ça s'appelle tout simplement Les Samouraïs. Vous tapez Les Samouraïs Nota Bene sur Google et vous tomberez sur le bouquin qu'on a pu lancer grâce à vous, puisqu'on a fait un financement participatif et vous êtes déjà très nombreux à l'avoir chez vous. Mais la version qui va sortir dans le commerce là, le 3 octobre, c'est la même, en gros c'est juste la couverture qui change, eh bien vous pouvez la retrouver. Voilà, et la précommander dès maintenant pour ceux qui nous suivent en direct. Au moment où le replay sera sorti, ce sera déjà dans le commerce et donc vous pourrez retrouver ce bouquin qui est en gros une synthèse mise à jour scientifiquement sur ce que sont les samouraïs et donc on revient sur près de 10 siècles d'histoire. C'est un peu une histoire du Japon aussi qu'on fait à travers cette histoire des samouraïs. Et donc Delphine, tu interviens sur toute la partie des arts, étonnamment. Voilà. Curieux. Salut tout le monde et à très bientôt. Ciao ciao.